Salut tout le monde, bienvenue sur le 3e épisode de cette 2e saison de QLS. Je suis avec mon gars Brad. C'était difficile cette semaine. C'était hardcore. C'était hardcore, sachant que j'ai regardé Berlin les 2 matchs. Donc j'ai regardé les 18 matchs cette semaine. Je crois que c'est la première fois que je regarde tous les matchs d'une double journée. Donc franchement, donnez de la force parce que là, on s'est sacrifié. Donc, commençons par dire le commencement. Abonnez-vous. Likez la vidéo, là, vous commencez juste vous liker. T'as vu, ça prend une seconde. T'es volé, hein. Ouais. Abonnez-vous, ça donne de la force. On essaye de préparer des interviews comme l'année dernière. Là, j'ai lancé un peu les contacts, mais bon, c'est pas sûr que ça aboutisse, on va voir. Parce qu'il y a quand même des joueurs intéressants cette année, surtout des joueurs français à interviewer, à qui on peut poser des questions, on en reparlera. Donc voilà, là on va débriefer un peu la double journée. On va pas faire tous les matchs évidemment, on va un peu faire les équipes une par une comme on faisait l'année dernière. Et puis les tops, les flops comme d'habitude, le 5 de la semaine, vous connaissez. Et voilà. J'aimerais aussi avoir votre avis en commentaire. Donc si vous pouvez mettre en commentaire, est-ce que vous regardez la vidéo ou est-ce que vous écoutez plutôt, genre vous mettez le téléphone ou la télé en fond et vous écoutez juste. Parce que je prends beaucoup de temps sur le montage à mettre les actions au bon endroit par rapport à ce qu'on dit. Mais si la majorité des gens ne vous regardez pas, ça sert à rien que je me prenne la tête, je sors la vidéo plus vite, quoi. Donc voilà, c'était les petites annonces de début de vidéo. Bléani, on a beaucoup de choses à vous annoncer. On a un gros projet. On a rien du tout, gros. Voilà, on a un gros projet, voilà, on travaille dessus depuis 3 ans. C'est de rejoindre ensemble la Charenton en R3. Ok, bah on commence quand même par les clubs français. Ok. As usual. Vas-y. As usual. That's me true. On en reparlera ça. On est parti du coup sur les clubs français. Let's go. Alors, les clubs français, on va commencer par notre bon vieux Asvel Lyon-Villeurbanne LDLC Arena. Stade Gerland et voilà. Donc qui jouait, qui était à 1-1. Ouais. Qui avait fait une belle victoire la semaine dernière, on l'avait dit, contre la Virtus. Et qui cette semaine jouait Berlin. On s'était dit, bon, bah, ils vont pouvoir enchaîner. Eh bah, on a vu l'Asvel qu'on n'aime pas. Hein. On a vu l'Asvel qu'on n'aime pas. On a vu typiquement ce qui s'est passé l'année dernière. C'est que généralement, on va dire qu'ils sont plutôt à l'équilibre. Il y a égalité à la mi-temps, etc. Et le troisième quart-temps, au fur et à mesure, où il y a un trou qui s'installe et un trou dans lequel ils reviennent jamais. Et je vais après aller sur le deuxième match de la semaine qu'ils ont joué. J'ai eu peur que ça soit exactement la même chose. Dans ce visage où, voilà, Berlin, qui est une équipe bottom, et pareillement, ils se jouent yeux dans les yeux. Et pourtant, à un moment, ils ont un trou. Et ce trou-là, en fait, ils ont un bas qui est trop bas pendant trop longtemps. Après, Berlin, de l'autre côté, a des gros joueurs. Dans ce match-là, hein, je parle pas de façon globale, mais des gros joueurs qui font des gros cartons. Hermanson, Spaniolo. Hermanson, j'aime beaucoup. Putain, à Valence, il jouait pas. Parce qu'on va pas trop parler de Berlin, je pense, donc j'en profite. Mais ça. J'ai regardé les 2 matchs. Spaniolo, il fait un meilleur premier match contre Asvel que le deuxième. Tout à fait. Mais Hermanson, putain, il est clinique. Hein. Il est clinique. Vrai joueur de basket. Il loupait pas grand-chose. Il jouait pas du tout à Valence. Hein. Exactement. Et franchement, il est très propre, il met des tirs pour la création pour les autres et tout. C'est Treven Williams, je crois. Treven Williams, ouais. Qui fait beaucoup de mal à Asvel, justement. C'est un poste 4, 3-4, enfin très physique. Il les a tués. Qui a posé beaucoup de problèmes à Asvel. Et pourtant, qui ont quand même Charles Cahudi défensivement. Donc, voilà, mais il les a tués. Il leur a fait vraiment beaucoup de mal. 21 minutes pour Treven Williams, même si on va pas parler beaucoup de Berlin. 12 et 11. Non, franchement, il a fait un gros match. Après, côté Asvel. Bah, il y a eu une constante. Donc voilà, il gagne quand même, on va le dire, sur le deuxième match. Yes. Il gagne contre. C'était qui déjà? Baskonia pas du tout. Non, je te dis une bêtise. Bah, si, c'est Baskonia. Si, c'est Baskonia. C'est Baskonia, c'est son Baskonia. Il gagne contre Baskonia, donc Chelsea, ils ont dit Otto, t'es parti. Avec franchement, encore un gros premier carton. L'Asvel fait souvent, sur les 4 premiers matchs, à part contre Berlin, ils font toujours des premiers cartons de folie. Contre le Maccabi, c'est la même chose. Le premier match, je ne sais plus contre qui c'était. Non, le premier match, c'était contre le Maccabi. Et le deuxième match, je sais plus. Contre Bologne, ils font aussi un énorme premier carton. Et là, c'était pareil contre Baskonia. Ils font un gros premier carton. Ils mettent tout. Alors, ils n'ont pas eu l'apport qu'ils auraient pu avoir de Colo sur le deuxième match. Mais en fait, les 2 constantes depuis le début de saison, c'était Théo Malédon et Nils Sako. Oui. Et franchement, ça fait plaisir de voir 2 joueurs. Alors, il y en a un qui était en NBA qui ne jouait pas, et Nils Sako qui était un fort joueur de Betclic, mais qui n'a jamais connu ce niveau.
qui performe. Nil Sako, quand même, l'Asvel, aujourd'hui, a 2 joueurs dans le top 3 à l'Eval en Euroleague. Nil Sako, 14-12 sur le second match. 14-12 en 32 minutes, 5 sur 7 à 2 points, 4 sur 4 au lancer franc. Fait 28 d'Eval, plus 16 de plus minus. Ouais, non, mais, si tu regardes l'Eval, premier à l'Eval en Euroleague, c'était Omaledon, il est à 24-5. Donc je donne ses stats depuis le début de saison. Hein. 17 points, 50% à 2 points, 38%, presque 35% à 3 points, 90% au lancer, 5 rebonds, 3 passes, 1,8 interceptions, seulement 2 pertes de balles. 6 fautes provoquées, c'est un joueur qui est très très fort dans le drive, on l'a déjà dit. 24,5 d'éval. Alors à voir, et je pense pas qu'il va tenir aussi haut parce que là il y a des évals, tu vois, t'as 7 joueurs à plus de 20 d'éval alors qu'il y en avait 2 l'année dernière sur toute la saison. Et derrière t'as Nil Sako en 26 minutes, donc c'est pas un gros temps de jeu non plus, hein, 12 points, 71% au tir, il tire pas à 3 points, 73% au lancer, 10 rebonds de moyenne. Et un contre, 2,7 fautes provoquées, 23 déval en moyenne. Donc franchement, c'est un bon recrutement de la part de l'Asvel. Les 2 joueurs de G-League sont un peu plus en difficulté. Shaquille Harrison, il a eu des hauts et des bas sur le deuxième match, il est un peu moins bon. Admiral Schofield, pour l'instant, c'est compliqué. Mais j'aimerais aussi parler de Edwin Jackson, qui fait un deuxième match contre Baskonia. Faut lui donner ses fleurs parce que franchement, c'est lui qui insuffle défensivement déjà l'énergie parce que ils ont le match en main, ils font caca culotte. Baskonia repasse devant et c'est quand Edwin Jackson met un petit peu d'allant défensif avec Paris Lee aussi, qui mettent de l'allant défensif, qui crée du jeu rapide pour l'Asvel, qui crée justement ses tirs pour Théo Malédon, pour Nil Sako et Edwin Jackson aussi qui a eu du jeu de relance. Et Edwin Jackson qui met des gros tirs à la fin pour finir le match. Donc voilà, c'est une volonté de l'Asvel d'utiliser des JFL, des joueurs français pour se développer, parce qu'aussi financièrement c'est plus. Aujourd'hui ils sont à 2-2, comme le Pana, comme l'Olympiakos, comme le Real, comme plein d'équipes. C'est très très serré en ce début de saison. Voilà. C'est plus que ce qu'on attendait. Après, ils n'ont pas joué d'énormes équipes, mais ils sont à 2-2. Mais il faut prendre. Avec, en leader, tes leaders sont Théo Malédon et Nil Sako. Et tes lieutenants, c'est David Lighty, Edwin Jackson et Nando De Colo, tu vois. Donc c'est un peu l'idée qu'ils avaient en tête, je pense. Et franchement, Théo Malédon, moi je kiffe. Moi je kiffe, il me fait kiffer. Mais de toute façon, pour pas paraphraser tout ce que tu as dit, là, je vois une équipe, des symptômes d'une équipe qui va bien et qui a appris certaines choses. Tu l'as très justement dit, leurs premiers cartons sont toujours bons. Et pour moi, ça, c'est un symptôme d'une équipe qui est plutôt structurée, qui a confiance en son coach, où le message passe bien, parce que d'entrée de match, le coach les a bien préparés pour démarrer. C'est pas, t'arrives, tu prends une valise, t'es à moins 30 parce que d'entrée de match. Donc là, ils sont préparés. Alors après, il y a aussi la réalité du terrain, qui fait que parfois, il y a des équipes qui sont supérieures à l'Asvel. Mais là, on a une équipe qui est préparée, qui est prête à rentrer dans son match. Et ça, je pense que c'est important. Et comme tu l'as très justement dit, ils ont 2 joueurs, dont un vraiment qui crève l'écran en ce moment, Théo Malédon pour son retour en Europe. On voit bien que le jeu soit ralenti pour lui, soit parfois il va trop vite parce que son premier pas, sa qualité à aller percuter, à aller au cercle. Là, plus contre Baskonia, il fait 5-10 à 3 points. Et ce que j'allais dire, et en plus quand derrière il met des tirs à 3 points, ça devient très vite compliqué. Donc non, très bonne semaine pour l'Asvel. Ça aurait été encore mieux s'ils avaient pris le match face à Berlin. Ça c'est la petite tâche, mais on va dire, on va pas leur en demander trop non plus. Cela dit, donc ils sont à 2-2. Bon, ils ont joué Baskonia, Berlin, Bologne et Maccabi. Là, sur les matchs à venir, c'est Pana, Bayern, ok, Fener, Olympiakos, Étoile Rouge, Monaco, Efes, Real, Milan. Pas compliqué. Donc jusqu'à Milan, allez, tu peux prendre Bayern, mais bon. Après, tout le monde peut prendre tout le monde, hein. Franchement, sur le Bayern, ils ont pris le Real, Canas, ils ont pris le Barça. Donc bon, à la maison, je pense pas qu'à l'extérieur, tu peux aller gagner sur des grosses équipes du top 4. Et Étoile Rouge, puisqu'apparemment c'est... Non mais attends voilà. Je vais venir pour toi après là-dessus. Ok, du coup, voilà pour l'Asvel. Yes. On passe sur Monaco. Allez, Monaco. Alors Monaco, il jouait le Barça, ouais. Et il jouait le dernier match que j'ai regardé hier. Bologne, c'est ça. Donc ils font 1-1 aussi. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait 1-1 de toute façon cette semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Monaco face au Barça, premièrement? Enfin, sur la semaine, hein, si tu veux, mais... Sur la semaine, j'ai
En fait, déjà, le match contre le Barça, il y a une phrase qui m'est venue en tête. Je me dis, ouais, Monaco, ils se font ouvrir en Mondovision. Vraiment, ils se font casser la gueule. Ils se font casser la gueule. Ils perdent des balles face au Barça. Ils perdent des balles vivantes. Ils prennent des contre-attaques. Ils défendent pas. Ils installent rien. C'était que du 1 contre 1, du 1 contre 1, du 1 contre 1, du 1 contre 1. Et je dis à ce jeu-là, tu peux pas faire. Et Monaco a tenté à un moment de faire un peu illusion. On revient, mais ils sont jamais vraiment rentrés dans leur rencontre. La réalité, elle est là. Et sur le deuxième match qu'ils jouent contre Bologne, la première mi-temps, elle est un peu similaire. Première mi-temps, même s'ils ont un peu plus d'adresse, ils ont des errements défensifs. C'est catastrophique. Défensivement, c'est pas en place. Hein. C'est pas possible de défendre de cette façon-là, de laisser autant passer. Au retour de mi-temps, on retrouve un Monaco qu'on a l'habitude de voir, qui a fait un Final Four, un Monaco qui est parmi les outsiders, pour pas dire les favoris. Mais là, on a retrouvé une équipe qui était en place défensivement. La clé de tout ça, on voit par exemple aussi qu'en attaque, ça va mieux. La preuve, Vito Brown qui a fait une bonne performance. Je pense que ça va lui faire du bien. Pour lui, il sort un peu de sa boîte et on sait que comment s'appelle coach Obradovic, il avait un peu du mal et je pense qu'il en a toujours encore un petit peu. Mais voilà, là au moins, on a vu une performance d'une équipe qui vise le top 4 en fait, tout simplement. Après, Monaco, c'est une équipe qui, comme tu l'as dit, qui offensivement, tu vois, quand ça tourne, quand ça marche ou quand ça marche pas, c'est une équipe qui perd très peu de ballons. L'année dernière, je pense que ils étaient dans les meilleures équipes en termes de prendre soin de la balle, parce qu'en même temps, ils prennent des tirs de terroristes. Sur les 4 premiers matchs, ils sont à 7,8 pertes de balles par match, c'est très très bas. Contre Bologne, ils perdent 2 balles seulement, sachant que, genre à 5 minutes de la fin du match, ils en ont perdu 0. Ils en perdent une sur une passe, la première paire de balles qu'ils font, c'est passe en bas Alpha Diallo, la balle lui échappe des mains, une paire de balles de merde, tu vois. Donc vraiment, ils prennent très très bien soin de la balle, et du coup, t'as plus de possession, parce que tu rends pas le ballon à l'adversaire, tu donnes pas de jeu rapide, et quand tu regardes contre Barcelone, combien de paires de balles ils font ? Je vais te dire, 16 pertes de balles. Ils sont à 7,8 de moyenne sur 4 matchs avec un match à 16. Donc ça veut dire que sur les autres matchs, ils sont à 4-5 quoi. C'est une catastrophe. Et donc forcément tu peux pas gagner ce match. Tu vois et puis Monaco, on l'a vu, ils se sont fait vraiment désosser. Kevin Punter a lancé sa saison, on en reparlera après. Peñarroya s'est bien adapté aussi parce qu'il commence avec Vezeli et Hernan Gomez dans le 5 pour matcher justement le tall ball de Obradovic et ça a plutôt bien marché, mais ouais, les pertes de balles de Monaco pour moi c'est ce qui a tué le match, et dans le troisième quart-temps de toute façon ils n'ont pas existé. Vraiment. Rebond offensif, perte de balles, voilà, ça n'a pas suffi. Derrière contre Bologne, qui est une équipe qui est en grande difficulté sur ce début de saison, bon, ils ont fait le boulot. Je vais pas dire que j'ai été non plus hyper impressionné. Non, pas du tout. Mais ils ont fait le boulot. C'est le terme. Sur la fin de match surtout. Voilà, en deuxième avec un très bon Mathieu Strazel, avec un très bon Mike James sans forcer, avec un excellent Eli Okobo. Alors le commentateur disait, mais je ne sais pas si c'est toujours le vrai à la fin de ce match, que Eli Okobo est le meilleur scoreur et meilleur passeur de l'équipe. Alors attends, j'ai les stats sous les yeux normalement. AS Monaco. Pendant que tu regardes ça, par rapport aux pertes de balles de l'année dernière, 9,9 l'année dernière Monaco en perte de balles. Ouais. Ils perdaient moins de 10 ballons. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est la première équipe. Donc tu vois, Eli Okobo est premier scoreur à 16 points de moyenne, là où Mike James est à 14 points. Il est en termes de passes. C'est le meilleur passeur, il est à 5 passes, Mike James à 4,2 et donc il est à 19 d'éval, meilleur éval de l'équipe avec un temps de jeu de 25 minutes. En même temps, il rentre, step side à droite, boum, ça tombe. Il est à 68% à 2 points, 56% à 3 points. Il rate rien du tout. Il rate rien en franchement, ce moment, c'est de abusé. toute façon. Non, franchement, Eli Okobo, il fait un très 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 gros début de saison. J'ai bien aimé, surtout sur le deuxième match, l'apport de Jordan Lloyd, qui retrouve un peu sa place. Je sais pas si ça s'est passé comme ça. Mais j'aurais bien aimé, mais j'ai peut-être l'impression que ça s'est passé comme ça, que quand il est revenu, on lui a dit écoute, on a un peu changé la hiérarchie sans toi. C'est vrai qu'il n'y a pas Nick Calates, il n'y a pas Furkan Korkmaz, mais je trouve que il laisse toujours la place à Mathieu Strazel, et ça me fait plaisir. Je suis d'accord, mais tu as dit quelque chose de très juste. Il manque encore 2 joueurs qui jouent. En fait, tu vois, Johan Bégarin, il a joué sur le deuxième match. Ouais. Tu vois, je me dis. Oui, non, mais bon, je m'attends pas. Voilà, je me dis bon, s'il va pas jouer. Tant mieux pour lui qu'il est plus. Et très bien. Il a pas pu. Sauf que là, il y a Nick Calates.
Et c'est un mec qui va prendre du temps de jeu. Ouais. T'as pas signé Nicolas Tess pour qu'il joue 5 minutes. C'est pas Kemba Walker, tu vois, on le sait très bien. On a vu ce que l'année dernière il a fait avec le Fener et où est-ce que ça les a amenés. Donc on sait très bien que Nicolas Tess il va jouer et Korkmaz sur la pré-saison, sur ce qu'il a apporté aussi, donc il va jouer. Alors il jouera peut-être pas autant, mais il va jouer. Donc moi l'inquiétude elle est là. Donc j'attends de voir. Parce que Mathieu Strazel, là, depuis le début de saison, il est à 20 minutes de moyenne, pardon, 20 points pas encore. Il est 8 points, 60% à 2 points, 47% à 3 points. Donc dans les pourcentages, Il est propre. c'est juste qu'il tire pas beaucoup. Voilà. Il défend bien, voilà. il est propre. Et défensivement, il est là. Mais c'est vrai que là, tu as ramené Jordan Lloyd qui a joué 2 matchs, il est à déjà 22 minutes. Bon, il est à 14% à 3 points, donc va peut-être falloir qu'il se réveille. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, malheureusement. Et je pense pas que tu puisses tout le temps jouer à 3 petits, quoi. Donc on va voir. Écoute, après, je sais pas pour combien de temps Nick Calates en a. Jordan Lloyd, est-ce qu'il va rester en bonne forme toute la saison? Voilà. Bon, on va pas souhaiter des blessures pour que Mathieu Strazel joue. Mais voilà, c'est vrai que il a prolongé 3 ans cette année. Il a été un peu surpris quand ils ont annoncé qu'ils voulaient récupérer Paris Lee. Là, tu reprends Jordan Lloyd. Bon, on va voir. Toujours la gestion de Monaco, un peu 1000 joueurs. Un peu spécial. Hein. Tu sais, j'en parlais avec Gaëtan. Et il me disait, est-ce que tu peux m'éclairer sur le mercato de Monaco? Ils me disent, mais pourquoi ils prennent des joueurs qui ne jouent pas? Et je dis, mais... Ils aiment bien faire ça, Monaco. Et je dis, après, toutes les grosses équipes, tu vois, le Real et tout, ont 3-5, etc. Mais le Real, par exemple, cette année, ils ont ramené Garouba, Ibaka, Ratan Mays et Félix. Il y en a qui ne jouaient pas en Euroleague, il y en a qui jouent en Euroleague. Mais tous les joueurs jouent. Ils recrutent des joueurs pour apporter quelque chose. Il n'y a aucun de ces 4 joueurs qui ne joue pas. Monaco recrute des joueurs pour la Betclic. Même en Betclic, il ne joue pas beaucoup. Genre Pet Corneli, mais en Betclic, il ne joue pas beaucoup. T'as Papayanis, même Jaïté et Mote Younas. Enfin voilà, bref, sur Monaco. Écoute, Monaco, ils sont à 3-1. Donc ils sont plutôt dans le haut du tableau pour l'instant. Voilà, le Barça leur a infligé leur première défaite, sachant que le Barça fait un match sérieux. Et bon, c'est pas honteux non plus de perdre face à Barcelone. En plus, c'était à Barcelone, je crois. Donc voilà. On passe sur le Paris Basketball. Yes. Ok. Alors le Paris Basketball. Je te laisse commencer, puisque moi j'étais au match mardi. T'as loupé, mon gars. Mais vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as pensé de la semaine du Paris Basketball? Je suis frustré. C'est mon premier mot. Je suis frustré parce qu'ils auraient pu faire 2-0. Mais ils auraient pu faire 4-0, hein, si tu pars comme ça. Oui, non, mais là je parle de la semaine. Après, je vais venir sur ce point-là. Je suis frustré parce que à chaque fois, en fait, ils ont le syndrome de l'Asvel. Mais c'est marrant parce que, tu vois, t'es frustré. C'est comme l'Asvel. L'Asvel, on pourrait être frustré qu'ils n'aient pas fait 2-0 parce que franchement, ils jouaient Berlin. Il y avait la place de le prendre. Tu gagnes Bologne, tu gagnes Baskonia. Tu prends pas Berlin. Tu peux être frustré. Mais tu vois, on est tellement habitué pour Paris, on n'est pas encore habitué. C'est ça. Tu vois, on a encore de l'espoir. Alors que l'Asvel, on est tellement habitué qui nous frustre, qu'on est content. Ouais, 1-1, c'est bien, vous avez pris Baskonia. Je suis frustré de fou. Mais en fait, c'est la même situation. C'est exactement la même situation, mais je suis frustré parce que déjà on va le dire, ils tapent le champion en titre, ils tapent le Pana, ils font un gros match. Un match exceptionnel. Franchement. Et là où Thiago Splitter, je trouve, a outcoaché Ergin Ataman, ils se sont entêtés à jouer sur Mathias Le Sort, qui était trappé à chaque fois. En permanence. Les rotations étaient excellentes. Et aucune fixation derrière. Et franchement, ouais, après, franchement, le Pana vient échouer à 3 ou 4 points. Oui, 4 mais c'est pas représentatif du match. Ils sont à moins 10 tout le match. À la fin, ils mettent des tirs de fou furieux pour revenir. Mais Paris a fait un match incroyable. Et oui, contre le Bayern, du coup. Et contre le Bayern, ce deuxième match frustré parce que tu perds de 2. Tu perds 109-107, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et TJ Short, il a la balle dans les mains. Et il a enfin, il avait pas dit. En moment, j'ai cru quand il pénètre là, sur la dernière action, je me dis, il va faire un extra passe, un truc bizarre. Je dis, il avait la passe à faire, hein. Mais je l'ai vu. Et il a tiré, donc je suis très content qu'il ait tiré. Parce que voilà, c'est lui qui doit prendre ses derniers tirs. Et je suis frustré parce que ça, c'est un tir qu'il met tous les jours. Il l'a au bout de sa main gauche. Alors après, c'est pas facile, hein. Il faut la mettre un peu plus haute, etc. Donc je lui en veux pas du tout. Mais frustré de ça parce que t'es à un tir, 2 secondes là, d'être à 2-0. Après, la réalité aussi, c'est que le Bayern, les pistoleros qu'il y avait sur ce match-là. Ils mettent 109 points, donc Paris met 107 points à l'extérieur et tout. Mais attends, là, c'est. En face, il y avait des. Il y a 60 points déjà pour 2 mecs. Et les mecs n'ont pas touché le cercle de la soirée. Carson Edwards, Shabazz Napier, ils ont pas touché le. C'est pas fond de cercle. Ils ont mis que des filoches. C'était une dinguerie. Mais Shabazz Napier,
Franchement, en plus des tirs, parce que Carson Edwards, il a pris des tirs où alors la balle elle arrive en sortie. Chavez Napier, il a fait du Sylvain Francisco. Il désire comme ça sur une jambe et tout, il se retourne. Je dis attends, mais on est où là? C'était trop. Non, les deux, c'était trop. Le match là, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match d'attaque. Et 32 et 27 points. On parle de Shabazz Napier, donc à l'extérieur on se dit ah ben ça va, il faut les tenir. Sauf qu'à l'intérieur tu te fais pilonner par Devin Booker qui a fait un gros match. Il fait 21 points, 7 rebonds, 24 dévals, 9 sur 11 au tir, donc il rate pas. Il a rien raté. 26 minutes, il prenait la balle poste là, j'ai l'impression de voir j'ai vraiment Dirk Nowitzki. Là, il se tournait, boum, boum. Ça y est, au bout d'un moment mon gars. Non, le match était très intéressant et je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit par rapport à Thiago Splitter. Pour une fois, je trouve qu'il s'est bien adapté, qu'il a fait confiance aux 5 qui étaient en place et pas forcément de tout de suite remettre ses stars, en tout cas son 5 de départ. Parce qu'à un moment, il y a un 5 Yantunen, Bandiassi, il y avait qui d'autre encore? Après, moi j'ai noté quand même, il y a un moment où Yantunen il met encore un tir à 3 points parce qu'il a fait un gros match et il le sort direct, genre juste après. Alors qu'ils sont dans un momentum, bon après voilà, non j'allais dire ça c'est bien fini, non ça c'est pas bien fini. Après, moi il y a un truc aussi, encore une fois, comme la semaine dernière contre Milan, ils font 16-24 au lancer franc, 66% au lancer. Et quand tu perds de 2, ça fait mal. Ah bah oui, ça c'est clair. TJ Short, il est à 4 sur 7, aussi fort soit-il depuis le début de saison, et il est très fort TJ Short depuis le début de saison, en termes de pourcentage au lancer franc, c'est trop bas. Pour un joueur de ce calibre-là, c'est trop bas. TJ Shorts, aujourd'hui, ses stats, donc il est 7ème à l'éval, quand même de Euroleague, il est à 21-1, c'est-à-dire qu'il est au-dessus en termes d'éval de ce que le MVP a fait l'année dernière. Pour l'instant, sur les 4 premiers matchs. Il est en 27 minutes, il est à 17,8 points, 59% à 2 points, il est à 0% à 3 points. Il prend quand même 2 tirs par match à 3 points pour l'instant, donc voilà, il n'en a pas mis un. Et il est à 56% au lancer. C'est beaucoup trop bas. C'est beaucoup trop bas. Je sais, mais tu sais, des fois, je me pose la question parce que je fais un petit parallèle avec les joueurs NBA. Quand je vois le pourcentage de lancers francs de Luka Doncic, quand je vois le pourcentage de lancers francs de LeBron James. LeBron James, il a jamais été à 50%. Hein. Non, mais il y a des saisons où il est à 64, 67, 68. Luka Doncic, pareil, tu vois. Et pourtant, c'est des mecs qui sont capables de mettre des tirs. Luka Doncic il met des tirs venus de la stratosphère et pourtant il est aussi bas des fois au lancer franc. Donc, alors il faut bosser, hein. Faut bosser, c'est juste ça. Mais tu sais que des fois, tu peux être un adroit naturel, on va dire, et pourtant au lancer franc, t'as du mal. Hein. Après, c'est vrai que voilà, TJ Shorts, quand tu regardes les stats, on va dire. En carrière, sur ce que je regarde là, depuis 2019, au lancer 78, 80, 78, 83, 73, 73, 72, il est quand même entre 75% et trucs. Et là, cette saison, alors en Betclic ça va, il est à 73, mais 56 en Euroleague. Bon, je pense que ça va s'équilibrer, tu vois. Mais c'est vrai que là, sur Milan, ils perdent de peu. Moi, en partie à cause des lancers, je peux dire Thiago Splitter, mais en partie à cause des lancers francs. Et là, tu fais 16-24, tu laisses 8 lancers en route, tu perds de 2. Je sais pas si. Attends, que je retrouve le bon truc. Mais je pense pas que le Bayern rate autant de lancers francs. Ils sont le truc. Barcelone, Bayern. 21 sur 22. Voilà. Ça fait la différence. Dans un match aussi serré, quand tu rates un lancer franc et que de l'autre côté, tu en rates 8. Bah, tu perds de 2 et c'est dommage. Donc Paris, on est d'accord, Paris depuis le début de saison est très digne. Oh oui, tu vois, ils sont à 1-3, ils pourraient être à 4-0. Franchement, sur les 4 matchs, ils sont dans le match à chaque fois. Contre Milan et contre l'Étoile Rouge, ils sont à plus 10, plus 12 dans le 3e quart-temps. Ils perdent les matchs pour X ou Y raison, comme on vient de le dire. Là, c'est un peu le même scénario. Ils tapent quand même le Pana. Moi, j'y étais. Photo, l'ambiance était incroyable. Ça devait être fou. L'ambiance était incroyable. En plus, ce qui était bien, c'est que là, vraiment, donc c'était à Bercy. À la fin de match, quand on a commencé à y croire, en fait, vraiment, il y a eu toute la salle, en fait, s'est mise à chanter avec nous. Franchement, c'était lourd. Parce que tu vois, tu sais, surtout à Bercy, où c'est un public un peu moins, je pense, de connaisseurs qu'à l'Adidas Arena, les gens, ils viennent pour regarder. Même moi, l'année dernière, je venais voir un match, j'allais pas chanter, tu vois. J'étais là, je regardais et tout. Mais là, c'était lourd parce qu'à la fin,
tout le monde s'est mis dans le truc de défense, tout le monde s'est mis dans le truc de... Même à la fin, alors je sais pas si c'était sur ce que tu as regardé, mais du coup, à la fin, c'est l'anniversaire de TJ Shorts. Donc TJ Shorts fait son interview post-match quand on gagne contre le Pana. Et donc il dit ouais, c'était un gros match, nanana. Il parle pas français, TJ Shorts. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à faire oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Il dit ça, il parle pas français, hein, mais il connaît cette chanson. Et du coup, il lance ça, tout le monde chante. Et tout, il y avait Tyson Ward et Colin Malcolm qui sont venus danser genre sur ça et tout. Ah, donc franchement, c'était bonne ambiance, tu vois, c'est good vibe. Et c'était une grosse victoire pour la première victoire en Euroleague. Franchement, c'était un vrai statement. Je suis d'accord avec toi, c'est frustrant qu'ils gagnent pas ce match contre le Bayern. Moi, j'ai eu aussi la sensation, même s'ils ont eu la balle d'égalisation, qu'en face, c'était dur à prendre. C'était même pas d'égalisation, il y avait 107-108. Ah oui, ok. Donc, même s'ils ont eu la balle de match, ouais. En face, tu avais quand même deux monstres. Paris a fait le match qu'il fallait faire. Oui, bien sûr. À part les lancers francs pour moi. Moi, en fait, et comme j'ai mis TJ Shorts prend le tir de la gagne, il rate, Merlich. Oui, c'est son tir. C'est les tirs que je veux qu'il prenne. C'est ça, exactement. Je préfère qu'il prenne ce tir plutôt qu'il tente encore un alley-oop, qu'il fasse une passe à un joueur pour une coupe Bourbier. À la limite, bon, tu fais la passe, je sais pas si c'était Yon Tounen ou qui était dans le corner. Tu fais la passe pour un tir grand ouvert. Vas-y, soit. J'aurais peut-être moins critiqué que ce que je dis sur les deux premiers matchs, parce que sur le premier match, il tente un alley-oop Bourbier et il tente une passe sur une coupe ligne de fond où ça se referme très vite, où il aurait pu finir. Donc, et je l'ai mis d'ailleurs sur Instagram, j'ai mis les actions parce que j'ai coupé cette partie-là sur QLS Pod, allez vous abonner. J'ai mis les deux actions de fin de match et on voit bien sur l'action contre Milan, il peut aller finir au lay-up, il est passé. Il va faire une passe non nécessaire. Non, mais c'est clair. Voilà. On peut parler un peu de Nadjirifi aussi. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, je vous invite à aller la revoir. En tout cas, au moment où on parle de Paris, l'extrait on parle de Paris, j'ai commencé par dire Nadjirifi ne peut pas jouer comme il joue en Jeep Elite. Il doit aller mettre les pieds dans la raquette parce que quand il met les pieds dans la raquette, ça lui permettra d'avoir des espaces un peu plus importants sur le reste du match. Comme c'est étonnant. Contre le Pana, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il prend deux paniers dans la raquette. Ouais. Et donc, dans la raquette, c'est pas forcément aller au double pas, mais dans la zone intermédiaire. Non, il a mis deux fois le même. Il met un bump, un petit fadeaway avec la planche proche du cercle. Nickel, à 4-5 mètres. Son match, hein. Derrière, ça lance son match. Il est bien dedans. Et après, il met des gros tirs contre le Pana. Ça aussi, il a eu l'adresse pour lui. Mais c'est exactement ce qu'on attend et ce qu'on veut voir de lui. C'est qu'on sait qu'il a cette capacité de tir extérieur et à mettre des tirs qui sont difficiles. Très très difficile en déséquilibre sur une jambe, il le fait, il le fera. Et même là contre le Bayern, à un moment il est un peu plus en galère sur son tir à 3 points et il met un tir à un moment pour revenir, donc on sait qu'il peut le faire. Mais tu vois, contre le Bayern, je l'ai trouvé moins dans ce truc-là. Il est rentré directement sur des tirs Bourbier. C'est ça. Et pour moi, il a moins pesé. Alors oui, il met 16 points en 16 minutes, 12 dévals. Oui. Mais déjà, dans le pourcentage, il est à 4 sur 11 au tir. Au global, là où contre le Pana il est à et il est à 4 sur 6 et 3 sur 7, ce qui fait un total de 7 sur 13, donc déjà c'est un bien meilleur pourcentage, et voilà, j'ai trouvé qu'il a pas eu le même impact qu'il a eu contre le Pana, où vraiment il a mis des tirs qui faisaient mal. Là il met un tir à la fin qui est important, sinon les tirs qu'il a mis, j'ai trouvé que c'était moins impactant. Il faut que là pour le coup il faut qu'il se rapproche de TJ Short. Je dis pas qu'il doit faire comme lui, il faut qu'il aille dans la raquette. Il faut qu'il aille défier un petit peu dans la raquette. Il peut pas passer sa vie au large, c'est un extérieur, c'est normal de prendre des tirs extérieurs. Il a raison de prendre des tirs derrière la ligne à 3 points, mais il a besoin de ça. Il a besoin d'alternance. Il a besoin d'alternance, exactement. TJ Short, il est plus petit que lui et il passe sa vie dans la raquette à mettre des flotteurs, là, son flotteur ou mettre son cross. TJ Short, ça n'a pas le tir à 3 points de Nadjirifi. Exactement, mais c'est pour ça que je pense qu'il doit se rapprocher de ça. Je veux pas qu'il fasse du TJ Short, mais je veux qu'il ait cette alternance. Donc voilà pour Paris, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, je veux juste mettre une petite mention quand même sur des joueurs qui, je trouve, sont des bons soldats. Dis Enzo Charvin, dis bien. Enzo Charvin, est-ce qu'il est plus fort que Mathias Le Sort? On dirait. En tout cas, l'impact rebond offensif, il lui a bien rendu. Moi, j'ai kiffé en réel les rotations justement d'Enzo Charvin, de Colin Malcolm, la dureté sur les drives, que ce soit Kendrick Nunn, que ça soit j'ai des bons impacts. Donc voilà, Banjassi aussi bon impact. Je sais pas où est Leon Kratzer. Alors, j'ai pas vu qu'il était blessé. Il faudrait que je regarde, mais j'imagine qu'il est blessé. À la différence de Maudolo qui est blessé, mais qui est sur le banc du Paris Basket, Leon Kratzer n'était même pas sur le banc.
Je sais pas du tout, j'ai pas eu de nouvelles. Et Colin Malcolm aussi, il a fait 2 gros matchs. Hein. Ah mais Colin Malcolm, c'est le 3e meilleur joueur de Paris sur le début de saison. Hein. Il fait 2 gros matchs. Il a pris un apport offensif, vraiment. Il a pris un peu le relais de Tyson Ward, qui est un peu en retrait offensivement, je trouve. Qui a un peu du mal sur de l'adresse. Et Colin Malcolm, lui, il se pose pas de questions. Hein. Franchement, il fait, comme tu dis, et puis il fait un bon début de saison de manière générale. Hein. Mais voilà, Yacouba Ouattara a le droit aussi de mettre un tir à 3 points. Merci, purée, je l'ai noté. Parce que, quand même, alors défensivement, très bien, mais le Yak, là, faut mettre des tirs par contre. Il a des tirs ouverts, tout ça, à l'opposé, des airballs, des trucs. Colin Malcolm, il est à 11,8 points de moyenne, un rebond, une passe, 10,8 d'éval. Mais l'impact défensif qu'il a aussi, qui n'est pas reflété dans les stats, il est hyper important pour cette équipe de Paris. Donc voilà, sur le Paris Basket. On passe sur le daily, enfin pas le daily review, mais le weekly review. Yep. Du coup. Chiche. On joue le coup de la langue de Shakespeare toujours. Hein. C'est parti pour le weekly review. Stay tuned. Alors juste pour Léon Katzer, en fait apparemment il n'était pas là parce que sa femme était en train d'accoucher. Mais il n'était pas là sur les 2 matchs. Bon bah, après tu me diras, c'était double journée, il n'y a pas eu non plus 3 semaines d'écart entre les 2 matchs, donc voilà, il va revenir. Et du coup Maodolo, problème au pied, et on ne sait pas pour combien de temps il sera out. Mais après, Maodolo avait fait des bonnes choses, mais ça peut régler certains problèmes de compatibilité aussi dont on avait parlé avec Nadir Effi. Bref, on avait dit qu'on partait sur le weekly review. Yep. Donc sur le weekly review, on va commencer par les équipes qui ont performé. C'est-à-dire les équipes qui sont à 2-0 sur la semaine. Il y en a 3. Okay. Oui, Kaunas, Partizan, Barça. Tu veux commencer par qui? Le Barça. Allez, comme ça, c'est fait d'entrée. Donc ils ont cassé la gueule de Monaco. On l'a dit, pas besoin de le répéter encore et encore. Ils ont fait un match sérieux, mais je veux parler un peu plus sur le match contre l'Étoile Rouge. Le match de l'année. Alors, si vous n'avez pas vu le match, bon merde, on a dit qu'il les équipait à 2-0, donc on peut spoiler, mais allez voir ce match. C'est ce que l'Euroleague peut proposer de mieux. À l'inverse du premier carton entre Lasvel et Berlin, qui était ce que l'Euroleague pouvait proposer de pire. Là, c'est ce que l'Euroleague peut proposer de mieux. C'est la 4e journée. C'est pour l'instant, je pense que c'est le meilleur match. Il y a eu des très bons matchs, mais là, je pense que c'est clairement le meilleur match. Oui. En fait, je te laisse y aller. Il y a tout. Oz me dit bonjour, comment a été la journée? Je dis ça va. Il me dit aurais-tu regardé Étoile Rouge Barça? Je lui dis non, j'ai regardé en dernier, etc. Donc j'ai regardé hier. Je voulais insulter quand il m'a dit je regardais. Je dis bon, regarde gros. Je dis c'est bon, j'ai le temps. Et je suis content d'avoir fini avec ce match-là. Parce que non, c'était le match incroyable. En fait, il y a exactement tout ce que l'Euroleague peut proposer de mieux. Il y a du tir. Attends. Excuse-moi, juste parce que après je vais oublier. T'as dit je suis content de finir avec ce match-là. Tu vois, je sais pas toi si ça te fait ça, mais là on enchaîne genre 5-6 matchs à la suite et tout. Moi à la fin les derniers matchs, des fois je prends plus de plaisir. Même si les matchs sont bien, tu vois, je suis en train d'avancer parce que vas-y, ça fait 7 heures que je suis devant mon ordi, faut que j'avance et tout. On est bénévole, hein. C'est pas notre taf. Donc du coup, tu vois, si j'avais regardé ce match-là à la fin, je suis pas sûr que j'aurais kiffé pareil parce que j'aurais peut-être été en mode bon vas-y, faut que ça se finisse. Alors que là, je voulais pas que ça se finisse, quoi. C'était trop bien. Donc vas-y, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi, je finis par ce match-là. J'ai regardé d'autres matchs avant. Il y a des matchs qui m'ont moins intéressé. Il y a des matchs où je prends un peu de notes, je regarde, mais je me dis, ok, bon, je vois ce qui se passe, mais sans plus. Et surtout que juste avant ça, je regardais Olympiakos FS. Ouais, 2 gros matchs. Moi, j'ai regardé ça en dernier, je crois. Donc je suis déjà dedans. Et après, je termine avec ça. Premier carton, il y a de l'adresse de partout. Ça met des tirs dans tous les sens. Je me dis, mais attends. Une équipe qui marque un tir, derrière ça répond. Une équipe qui marque un tir, derrière ça répond. Ça perd pas de ballon, ça se met des coups. Il y a des extérieurs qui mettent des tirs, tout ça. Kevin Punter, il met des gros tirs. Je me dis, ah très bien. Yann Vezeli, il met dedans. Étoile Rouge, Azaya Kanan, il dit, mais moi aussi je sais jouer au basket. Il remet dedans. Je suis excité à la mort. Franchement, elle est trop bien. J'arrive dans le deuxième quart-temps, je me dis, bon, des fois, ça va redescendre. Mais non, mais pas du tout. Le poulet continue. J'étais comme ça. Le poulet continue, il y a de l'adresse dans tous les sens. Je me dis, mais attends, Bolomboy, il continue à faire son chantier. Milos Teodosic, quel plaisir. Même le commentateur est devenu fou. Milos Teodosic, waouh. Génie. J'ai dit, il y a des mecs, c'est vraiment des génies du basket. C'est ça. Sachant qu'il rentre que dans le 3e, hein, je crois. C'est dans le deuxième, troisième carton. Il joue pas de la première mi-temps. Il rentre direct, passe d'ess, création, tir à 3 points. Non, franchement, Milos. Vraiment, tu vois, plaisir. J'étais vraiment très triste qu'il joue pas contre Paris.
quand ils ont joué le premier match. Et quand je le vois comme ça me rend encore plus triste. Non, tu m'étonnes. Parce que quel génie du basket. Quel plaisir. Franchement, en plus, tu vois, j'avais regardé pour Paris-Real. Et c'est un mardi. Donc je me suis dit, putain, j'ai entraînement, je pourrais pas y aller. En plus, c'est la même semaine, le jeudi, à Paris-Fener. Les 2 matchs sont à Paris. Je me dis, putain, je peux pas voir les matchs et tout. Sauf que c'est la dernière semaine de décembre avant les vacances. Il n'y a pas de match le week-end. Je suis là. Poto, j'irai pas à l'entraînement. Faut pas me parler d'entraînement, en gros, il n'y aura pas de match. Moi, j'ai raté Milos, je ne veux pas rater Facu. Je veux voir la lecture, les passes comme ça. Même si Facundo, je l'ai vu jouer l'année dernière sur le Final Four. Là, c'est encore autre chose. Je suis là, sachez-le. Donc voilà, on peut revenir sur l'Étoile Rouge Barça. L'Étoile Rouge, magnifique. À la mi-temps, tu sais, des fois, t'as un petit pic où tu t'endors, pas du tout, parce que Cody Miller-McIntyre, il a décidé d'égaliser à 8000 mètres. C'est vrai, le tir au buzzer. Tir au buzzer, égalisation. À la mi-temps, je me dis, oh là là, quel match. Et c'est vrai que quand il y a autant d'intensité, parce qu'il y a aussi l'intensité défensive, il y a de la... Et ça défendait, hein. Mais oui, c'est ça, en fait. La défense de l'Étoile Rouge sur ce début de saison, et c'est pour ça qu'il gagne, hein. C'est pas en attaque. Hein. Non mais t'inquiète, je vais t'insulter après. Je finis juste. Je vais t'insulter après, t'inquiète pas pour ça. Et je me dis, non franchement, quel plaisir. Et je me dis, la deuxième mi-temps va être un peu moins bien parce que je pense qu'ils vont être un peu plus fatigués. mais Bradley, tu ne connais pas le basket. Connais pas le basket. On est reparti sur les chapeaux de roue de la même façon. À un moment, donc l'Étoile Rouge qui prend un peu d'avance. Je me dis, ah là, ça commence à être chaud pour le Barça. Sauf qu'ils envoient, comment il s'appelle, Kevin Durant, Brizuela, qui envoie 2 tirs. Des tirs pour ramener le Barça. Je me dis, waouh. Bolomboy qui continue il a mis un poster à Vezeli. Bolomboy, de toute façon, c'est costaud. Hein. Et c'est très fort. Il a du tir extérieur. Mais du coup, Vezeli, de l'autre côté, se venge. Il y a Godo Santos qui fait un gros match. Il fait un gros match à Godo Santos côté Étoile Rouge. Et j'ai pris du plaisir, mais je vais parler maintenant d'un joueur, parce qu'il mérite qu'on parle de lui, monsieur Kevin Punter, qui arrive au Barça. Ce qui manquait, on l'a très souvent dit l'année dernière au Barça, c'est d'avoir ce go-to guy, parce que la Provitola, on l'aime bien, mais d'avoir ce go-to guy, un mec, tiens, prends la balle, et il faut que tu puisses marquer 2, 4, 6 points d'affilée, par exemple. Kevin Punter et ce joueur, on l'a déjà vu faire avec le Partizan, face au Real. Il était au bon souvenir du Partizan. Vraiment au bon souvenir du Partizan. Il a dit, je vais taper l'Étoile Rouge. Il est ce joueur. La difficulté des tirs qu'il met. Le tir là, avant la prolongation, on vous mettra peut-être les images, sinon allez voir le match, vous allez voir, parce qu'il y a eu une prolongation dans ce match-là. Je pense que je vais mettre les images. Et il prend un tir d'une difficulté sans nom, il dribble, cross, il s'arrête, boum, filoche, sans rien toucher. Mais moi j'ai crié, il était 23h45 quand j'ai crié. On dirait moi. C'est vrai que la semaine dernière, on n'en a pas parlé parce qu'on a joué les dimanches, mais la semaine dernière j'ai mis un game winner moi aussi. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Okay, d'accord, donc Kevin Punter, parce qu'on parle de vrai basket. Kevin Punter, non, il m'a régalé. Et la prolongation, je me dis, Barça va prendre ce match, Iago il égalise, et après prolongation, je trouvais le Barça un peu plus fort sur la prolongation, mais malgré tout, on a un match exceptionnel. Moi, je l'ai vécu vraiment. Comme tu l'as dit, je voulais pas que ça s'arrête. Franchement, tout le monde a performé. Ouais. Tout le monde a performé. Comme tu l'as dit, Iago, il fait un énorme match sur de l'adresse à l'extérieur. Il met le drive pour finir. Alors, quelle défense aussi à la fin. Vraiment. Du Barça, c'était un peu douteux. Kevin Punter, on l'a dit, il fait 26 points, 30 déval avec des gros pourcentages. Il rate 3 tirs sur le match en mettant 26 points. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Il fait 4 interceptions aussi. Il met des tirs, donc tu l'as dit, il met le tir pendant la prolongation. Il met des tirs aussi en prolongation pour finir le match. Bien épaulé par la Provitola aussi, qui a mis des tirs de personnes qui aiment bien le sexe anal. Yann Vezeli, dans ses standards, il fait 19 points, il ratait pas trop, il fait 8 sur 10, il fait 20 déval. Kalinic, qui est dans la continuité de son début de saison, c'est Steph Curry apparemment. Apparemment, c'est Steph Curry. Ah bon, 19 points. Mais gros, il faisait pas ça, Barça, frère. Ouais, et même quand je le regardais jouer au Fener à l'époque, il faisait pas ça. Ouais. 23 déval, moins 9 de plus-minus. Donc, c'est qu'il a pas été bon. Non, franchement, gros match. Tu l'as dit, Bolomboy. McDome aussi. Ah purée, c'est McDome, j'ai oublié. Tu vois, quand j'ai vu McDome, je me suis souvenu de ce qu'on a dit la semaine dernière, que les fesses avaient du nez, que Tyreek Jones et Dan Oturu étaient devenus des gros joueurs et que McDome on le voyait un peu moins jouer. Bah là on l'a vu jouer et Poto, il met un 2 pieds 2 mains. Non, ça c'est sur l'autre match. C'est l'autre match, mais il fait une semaine très très sérieuse, il commence à trouver sa place. Et c'est Giedraitis qui joue moins du coup. Même Dobric ne joue pas beaucoup, mais franchement McDome il apporte énormément.
le Si match. tu veux m'insulter peut-être. Oui, mais Petit non, match c'est de Nemanja Nedovic, c'est le seul qui n'a Oui. pas performé. Mais non, je peux t'insulter. C'est parti parce que déjà, Kalinic, je t'ai dit, c'est une belle recrue pour l'Étoile Rouge. Tu m'as dit, mais au Barça, il faisait rien. Voilà. Poto, on a vu sur le match. On a vu, il prend des tirs difficiles de fin de possession. Il a du drive, il a du post-up. C'est un joueur complet. C'est un joueur qu'on aime bien. On aime cette polyvalence. Toi, tu ne connais rien au basket et je vais t'insulter une deuxième fois parce que quand je te dis que l'Étoile Rouge, ils n'allaient pas enchaîner les défaites, tu m'as dit, ouais, on verra, on verra. Alors, ils perdent le Barça. Tu m'as dit, ils vont prendre le Barça. Tu m'as dit, Mais c'est ouais, vrai. ils vont prendre le Barça, tu vas voir, ils vont prendre le Barça. Ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin. C'était qui le premier match qu'ils ont pris? Ils prennent. Je vais te dire ça tout de suite. Fener. Ah oui, ils ont Et ils ont tabassé le Fener. Ils ont tabassé le Fener et ils ont éteint. Wade Baldwin. Wade Baldwin, était à comme zéro. ils avaient éteint Marcus Howard. C'est ça. Donc c'est ce que me disait, défensivement, c'est C'est très très fort. sérieux, c'est Très très sérieux. bien coaché, c'est mis en C'est place. régalé. On l'a dit, Cody Miller-McIntyre apporte cette stabilité qui permet à Iago Dos Santos d'être fou, qui permet à Zakanan d'être fou, qui permet à Milos Teodosic d'être un peu fou aussi. Et non mais franchement, on est agréablement surpris par l'Étoile Rouge. Encore une fois, sur la durée, je ne sais pas s'ils vont rester dans le top 6, On verra. parce qu'il y a quand même des grosses écuries en face. Mais en tout cas, aller gagner chez eux déjà, ça va s'annoncer extrêmement difficile. Voilà, force est de constater qu'ils sont à 3-1, ils sont dans les leaders de l'Euroleague. Bravo à eux. Moi, j'ai pas de problème à faire des mea culpa sur ça. Là où le truc que j'ai un peu sous-estimé, et c'est la remarque que je me suis fait en regardant le match, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je pense que c'est une équipe qui ne pourra pas aller très haut, parce qu'il manque ce go-to guy joueur. vraiment, Oui. vraiment très très fort, le Kevin Punter qu'on a dit, ou tu C'est vois, vrai. le Kendrick Nunn, ou ce genre de joueur. Mais l'équipe a été construite assez intelligemment. Tu vois, quand on a fait la preview, j'ai dit ils ont recruté des bons joueurs de rôle, mais il n'y a pas de top joueurs. Ça ne fait pas passer un cap. Mais en fait, ces bons joueurs de rôle ont chacun accepté leur rôle. Et du coup, déjà défensivement, c'est très sérieux. Il y a du liant. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et en fait, l'équipe propose un jeu cohérent. Et forcément, ça gagne des matchs. Quand tu défends fort, comme ils défendent aussi fort, que tu cibles les forts scoreurs adverses et que tu arrives à les tenir. Là, ils n'ont pas réussi sur Kevin Punter. Mais et du coup, tu te mets en position de gagner des matchs. Bravo à l'Étoile Rouge. Merci. Bravo au recrutement de l'Étoile Rouge. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'il manque un joueur. Totalement. S'ils gardent ce groupe et cette manière de jouer et qu'ils font une saison play-in, peut-être play-off, mais ça m'étonnerait qu'ils soient top 6 quand même, mais voilà, et qu'ils arrivent à recruter un gros joueur l'année prochaine, sachant qu'ils ont de l'oseille d'habitude, je pourrais les voir dans une autre catégorie. Ouais, complètement d'accord. Mais j'attends de voir sur la saison. Mais c'est vrai que ce qu'ils font sur le début de saison, c'est très impressionnant dans le contenu. C'est pas juste qu'ils sont à 3-1, mais dans le contenu, c'est vrai que c'est très impressionnant. Non, totalement d'accord pour ça. Donc bravo à eux. On peut passer sur le Partizan. Allez, passons sur le Partizan. Qui a 2-0 aussi sur cette, Enfin, sur cette semaine-là. Donc il joue le Maccabi et il joue le Bayern, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc le match face au Bayern, il le gagne. On a un Bayern qui est pour moi inférieur aux Partisans. Oui, ils les ont claqués. Donc ils gagnent quasiment tous les cartons excepté le dernier, donc ils les ont bien cognés. J'étais un peu plus hypé par le match face au Maccabi parce que Maccabi est une équipe que j'aime voir. Franchement, jouer. Maccabi, il faut kiffer cette année. Ouais, ils font kiffer. Ils faisaient déjà kiffer l'année dernière avec Wade Baldwin, Bonzi Colson, Josh Mago, etc. Non, mais là, il faut aussi oui, kiffer. il faut qu'on parle de quelque chose. On n'est pas sur le Maccabi. Donc vas-y, Non, on est sur le Partizan. Donc le Partizan, gros match face au Maccabi, pareillement. C'est un match qui domine. Ils perdent un carton, ils perdent le deuxième carton 19-14, mais sinon dans l'ensemble, ils le gagnent. Il y a un joueur qui a fait une bonne semaine et qu'on retrouvera peut-être dans une catégorie un peu plus tard, qui s'appelle Sterling Brown. Il a fait une très très bonne semaine. Mais pour faire cette bonne semaine-là, il est accompagné d'un Carlick Jones qui distribue des galettes comme pas possible. Et je suis très content. Je suis très content de la semaine de Franck Je suis Ntilikina. très content. J'espère qu'on pourra la voir, si on peut la voir. Il y a des gens qui le connaissent, donc j'ai demandé. Franchement, ce serait lourd de l'avoir en interview. Je suis très content de ça. Je suis très content pour lui. On lui a beaucoup tiré dessus quand il était en NBA. Quel plaisir! Mais là, il joue au basket. Exactement. Il joue au basket. Il joue au basket. Ça passe en dessous, il sanctionne, il est Voilà. agressif. Si jamais ça vient aider, il fait des très bonnes lectures. On n'a jamais demandé. Tu vois, c'est toujours ce que j'ai reproché à certains meneurs gestionnaires.
c'est bien d'être dans la gestion, c'est bien de... Mais aussi, il faut que tu sois capable d'apporter. Et on l'a vu quand il était en jeune, c'était un fort scoreur et tout. Là, il a des qualités athlétiques, tu le vois sur le terrain. Il a des dimensions NBA, Franck. Bah oui, clairement. Tu le vois, c'est un meneur, il est long, il a des longs bras, Il est etc. grand, c'est clair. Et quand il est agressif, mais quel plaisir! Ah oui, je suis d'accord. Ah mais vraiment, c'était mon mot. Il joue au basket. Il joue au basket. Vraiment, Il est agressif, il va te mettre des tirs, il va te mettre des lay-ups. Ça vient trapper, s'il a créé un décalage, il va trouver une petite passe. Et défensivement, c'est toujours un top défenseur, voilà. Et franchement, ça me fait kiffer. Et la preuve, c'est qu'il joue beaucoup, tu vois. Il joue plus que Carlik Jones sur le début de saison. Il fait 27 minutes là sur le premier match face au Bayern. Et sur le deuxième, il fait 25 minutes. Sur le deuxième, il est un peu moins agressif vers le cercle, mais parce qu'il a aussi de la réussite extérieure. Il loupe un tir à 3 points seulement. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, il sort le premier match contre Baskonia, il fait 3 points en 17 minutes. 3 dévals, il n'existe pas. Et après, il fait 11 contre le Real. 13 contre le Bayern et 12 contre le Maccabi. Et il est donc, là sur ses moyennes sur la saison, il est à 9,8 points, donc presque 10 points, 1 rebond, 1,2 passes, 0,5 steals, 8 dévals. En moyenne, il joue 22 minutes. Sur une équipe qui a 2-2, voilà. Et encore, sachant qu'il a mal commencé, il a fait un mauvais premier match. Donc je suis très content, vraiment. Sachant qu'il joue à côté d'autres manières de ballon, comme Carly Jones, il fait Lundberg, etc. Que Sterling Brown aussi prend qu'il y a beaucoup de forts joueurs offensifs dans cette équipe. Super, franchement, ça fait plaisir. Surtout, comme tu l'as dit, il rate pas beaucoup à 3 points. Il a 64% de réussite à 3 points sur les 4 premiers matchs, 9 sur 14. 80, en fait, il a vraiment un pourcentage exceptionnel. Il est très, il est à 100% au lancer, 83% à 2 points. Il a quasiment pas raté depuis le début de saison. Mais on sait que c'est un joueur propre. C'est très bien, Franck. Voilà. Continue comme ça, sur cette lancée. On est très content pour Franck. Mais du coup, pour revenir sur le Partizan, je suis d'accord avec toi. Sterling Brown fait une bonne semaine. Même s'il est bien meilleur, je pense, contre le Bayern que contre le Maccabi. Est-ce qu'il contre le... Attends. Maccabi fait 20 quand même. Hein. Il met 20 points contre le Maccabi. On le voit partout. Ah ouais, non, il fait une très grosse semaine. Autant pour moi. Donc voilà, qui lui aussi avait été un peu en difficulté sur le début de saison. Sur les 2 premiers matchs, on le voyait un peu moins. Toujours l'apport de Tyreek Jones. Alors il a... Non, ça, c'est Isaac Bonga. Oui, je sais. J'attends que tu parles. J'attends. De Tyreek Jones, voilà, qui a pas mis de poster, je crois, sur ces matchs-là. J'en ai pas en tête. Mais voilà, le Partizan qui est une équipe, comme on l'a dit, avec beaucoup de joueurs qu'on aime. Franchement, de toute façon, plus je regarde, plus il y a des équipes que... Moi, j'aime un peu tous les joueurs. Moi, j'ai dit j'étais moins hypé par le Partizan, mais j'ai bien aimé leur semaine. Et pourquoi je fais ça? C'est parce qu'Isaac Bonga, en fait, il est trop propre, ce joueur. La progression du joueur, c'est incroyable, tu l'as dit déjà lors de la preview, il y a même 2 journées, et qui n'était pas en capacité de prendre de tir il y a 2 ans, et que maintenant c'est un mec qui sanctionne. Il a 57% à 3 points, 11 sur 19 sur les 4 premiers matchs. Face au Bayern, il fait 3 sur 4 à 3 points, face au Maccabi, il fait 4 sur 5. Il a 12% à 2 points. Il est plus de 3 à 3 points qu'à 2 points, donc après c'est un 3&D. Hein. Voilà. Ouais, mais un peu plus. Pour moi, c'est un mec... Il peut remonter la balle. Qui peut jouer des pics. Complètement. Hein. Mais franchement, il régale sur cette semaine. Voilà pour le Partizan. Voilà, on est d'accord. Le Partizan, écoute, à voir comment ils vont continuer sur les prochains matchs. Mais c'est une équipe que j'aime bien. Il y a des forts joueurs. À voir. Après, j'ai pas trouvé qu'ils ont encore une assise défensive assez forte pour être une équipe inquiétante, on va dire, pour le haut de tableau. Ils se reposent beaucoup sur les individualités offensives. Ils mettent 86 points contre le Bayern. Bon, c'est pas énorme, c'est bien, mais contre le Maccabi, tu vois, ils mettent 91. Ils encaissent 79 et ils encaissent 78. Bon, après, défensivement, c'est pas dégueu. Mais j'ai pas trouvé, sûr, quand je regarde l'Étoile Rouge, je me dis, putain, c'est étouffant défensivement. Ça défend fort. Là, sur le Partizan, j'ai pas retrouvé ça. Mais après, voilà, ils ont pris les 2 matchs. Bravo à eux. Tant mieux à eux. Voilà. Kaunas. Ouais, vas-y, Kaunas. Kaunas, soyez pas bêtes. Hein. Il y a un match et je l'ai regardé en travers parce que c'est bon, regardez Kaunas contre Milan, c'était dur. Franchement, le match était gang. Hein. Le match était gang, mais vas-y, parce que Silva Francisco. Non, mais parce que Milan. Attends, comme ça, on parle de Milan en rapide, tu vois. Milan, ils sont à 0-2 là. Non, mais attends, ils sont à plus 27 dans ce match. C'est ce match-là, ils sont à plus 27. Ils sont à plus 27. Il y a 60 à 33. Ils ont choc. Il reste 4 minutes dans le 3e quart-temps. Donc il reste 14 minutes de match. Ils se mangent un 50 à 20 sur les 14 dernières minutes. Ils prennent 50 points en 14 minutes. Alors oui, Sylvain Francisco. Mais il n'y a pas que Sylvain Francisco.
Non, mais Il y parce que- a, non, mais il y a parce un que autre petit joueur à côté de lui qui, qui fait une semaine aussi plutôt pas dégueu. J'ai l'impression que tu sais pas de qui je parle. Non, Giedraitis. Guidratis, ouais, Rocas. Ouais, non, mais. Je crois pas que c'est Rocas, parce que je crois Non, que Rocas, c'est celui qui a l'Étoile l'étoile rouge. rouge. C'est pour ça que j'ai pas dit son prénom, parce que je sais plus c'est quoi son prénom. Non, mais tu peux parler de Kaunas. Moi, c'est Dovidas. Dovidas. Moi, franchement, Kaunas, j'ai regardé, voilà, mais j'avais aucune hype. Tu vois, quand je regardais ce match-là, je regardais parce qu'il fallait regarder, tu vois. Parce que ouais, Milan c'est chiant. Mais De ouf. Kaunas, tu De vois, bon autant ils étaient en catastrophe pendant 3 quarts temps. Franchement, c'est bien coaché, ça joue au basket, il y a des fixations, Ouais, ça vas-y, fait des ça me extra saoule. passes, tu trouves des joueurs ouverts à 3 points, t'as du spectacle avec Silva Francisco. Non, franchement, moi c'est une équipe cette année que je kiffe, je vais rater aucun match de Kaunas. Bah, l'année dernière, j'étais beaucoup plus hypé, je t'en parlais, entre les Cavicius, Bukavicius, Non, mais c'est parce que c'était Pratimanek, face à Milan. tu vois. Genre, mais non, tous les matchs de Kaunas, ça te hype pas. il y en a qui me hype, mais là, vraiment, c'est quand j'ai vu 1000 l'affiche, j'ai dit ah. Et en plus, on peut parler en même temps de Bologne très, très, très rapidement également, parce qu'on va pas beaucoup en parler, sachant qu'ils ont fait 0-2. Ouais. Bologne, ils sont en crise comme pas possible, et du coup, le match contre Bologne, j'étais là, je regardais juste pour voir si Azea Cordinier il allait continuer à bousiller comme il bousillait en ce moment, et si Will Clyburn était capable de mettre des tirs. Calbert, Will Clyburn. quel but. Hein. En l'occurrence, il est toujours capable de mettre des tirs, donc c'est très bien. Mais je te jure, j'ai regardé la semaine de Kaunas parce qu'il fallait la regarder, mais voilà. Moi, écoute, je suis très très hypé par Kaunas. Ils Très ont bien. tapé, là ils font 2-0. Ils ont quand même tapé le Barça sur le premier match. Ils sont à 3-1. Ils sont dans les fortes équipes aussi de cette Euroleague. Et ils ont pas. C'est un peu comme l'étoile rouge, on va dire. C'est un peu comme l'étoile rouge où bah, il y a des bons joueurs de rôle, des bons joueurs Oui. de complément, ça défend bien, ça joue ensemble, etc. On peut dire qu'ils n'ont pas ce joueur au-dessus, sauf si Sylvain Francisco devient ce joueur. On verra. On verra. En S'il tout prend cas, plus de place. sur le début de saison, Ah bah, il a un rôle En fin de match, c'est clair. lui, hein. il a un rôle clair. Il est extrêmement bon. Et je vais faire une analyse sur. Putain, faut vraiment que je sorte mes analyses parce que là, je prends du retard. Mais non, mais j'ai les vidéos, mais il faut juste que je fasse les montages. Mais je vais faire une analyse sur la comment dire, pas la facilité, mais la régularité avec laquelle il arrive à trouver ses intérieurs sur les pics. Sylvain, soit il va jouer pour lui, mais il arrive toujours. C'est très rare qu'il prend un pic et qu'il ne se passe rien. Tu vois, qu'il prend un pic et que vas-y, il est obligé de renverser parce qu'il n'a pas trouvé la solution. Soit il va réussir à jouer pour lui, soit il va réussir à trouver ses intérieurs. Et il a une variété de passes, que ce soit passe à terre, passe skip passe au-dessus de la tête, passe dans le dos, etc. ou pocket passe. Il arrive toujours à trouver ses intérieurs. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Facu à Campazzo. C'est pourquoi. C'est différent pour moi. Oui, non, mais regarde, je vais t'expliquer. C'est pas le même jeu, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en fait, déjà, premièrement, c'est des menaces. Sylvain Francisco, sur le tir extérieur, est une menace. Il a un premier appui, un premier pas plutôt. C'est une menace. Il va trop vite. Donc, déjà, il y a ça. Et souvent, il y a aussi le mouvement. Et c'est pour ça que. Et je t'en ai même parlé quand on parlait du Real. C'est les mecs qui bougent toujours Ouais. bien au bon moment. Bah oui, Tout le temps. Il y a des bons grands. Tout le temps, il y a des bons grands. Au-delà des mains, ils bougent dans le bon timing au bon moment. Donc, ça aide encore plus à trouver l'angle de passe. Tu vois, Sylvain, il a 15 points, 5,8 passes, 1,5 rebonds, 19 dévals. Donc à mon avis, vu les vals, il doit avoir des pourcentages plus que corrects. Il est à 53% à 2 points, 39% à 3 points, 78% au lancer. C'est des stats de joueurs très très sérieux d'Euroleague. Dans une équipe qui a 3-1, Mais parce que c'est un joueur sérieux d'Euroleague. non, mais je suis très content, tu vois. C'est cool. Genre l'année dernière, il était au Bayern. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne J'entendais saison. qu'il y avait des gens qui étaient plutôt déçus de ce qu'il avait fait l'année dernière au Bayern. Alors oui, ça gagnait moins. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Mais moi, j'ai trouvé que pour une première saison d'Euroleague, il faisait pas tâche. Et là, clairement, il montre toute l'étendue de son talent, avec un coach qui lui fait confiance, avec un système qui est bien mis en place, sachant qu'il n'y a pas de profil comme lui dans l'équipe. Tu vois. Donc voilà pour Kaunas. On a fini sur Kaunas. Alors maintenant sur les équipes qui sont un partout pour vous donner un petit peu les équipes. Toutes les équipes. Voilà, toute l'Euroleague. Donc il y a eu le Fener qui a fait un partout. On en a parlé, ils se sont fait casser la gueule contre l'Étoile Rouge et ils ont gagné face à Berlin. Avec un Wade Baldwin en deçà, j'ai trouvé. Ouais, ils toussent en ce moment. Ils toussent, je sais pas ce qu'il a. Avec Arthur Zagars en forme. En tout cas,
Contre Berlin, c'était dur, mais. Ouais, j'ai envie de me dire, parce qu'en forme, mais je l'ai pas trop trouvé en forme. Si, mais oui, sur le deuxième match. Il a du temps de jeu. Mais c'est ça, des trucs. il joue donc. Le maillot extérieur du Fener, on dirait ça va le péter. Hein. Flocage Zagars, là, il est sexy, hein. Le bleu, là. Je crois qu'il travaille avec Drills. T'as dit quoi? Il travaille avec Drills, non? Ouais, ça met. Envoie un maillot. donc voilà pour la semaine du Fener. L'Étoile Rouge, on l'a dit, on en a parlé, ils ont fait un partout. Donc ils ont perdu contre le Barça et ils ont cabossé le Fener, donc très bien. Berlin qui fait un partout. Le Fener, on dit rien du coup. Ça, là, juste on débite, genre. C'est bon, le Fener, ça y est, ils ont fait un partout dans leur semaine. Oui, ils se sont fait casser la bouche face à l'Étoile Rouge, qu'est-ce que je te dise? Il n'y a eu aucun match. Non, mais pas forcément face à l'Étoile Rouge, mais bon, on peut parler un peu de Berlin. Oh, vas-y, aussi, Wade Baldwin. Regarde, Wade Baldwin, il a fait un match catastrophique face à l'Étoile Rouge. Troisième carton, il était à 0 points. Ça y est, au bout d'un moment. Oui. Après, on peut dire quand même que Nigel Davis est dans la continuité de sa saison dernière. On peut dire. Que c'est une valeur sûre. Mais que 1 plus 1 égale 2. Qu'ils ont signé Skyler Mays, qui était un joueur qui a fait apparemment une grosse fin de saison avec Portland l'année dernière et qui était un fort joueur pour remplacer du coup Scottie Wilbekin. Donc je pense que Zagars va partir au truc. Que Devon Hall peine à trouver son rythme aussi. Oui. Que Nicolo Melli fait des dingueries aussi. Comme disait l'année dernière. Voilà, non, l'année dernière il était plutôt propre, là cette année il fait quand même quelques dingueries. Non, il était propre quand il voulait jouer au basket. Oui, il y a eu un moment il a voulu jouer au basket. Voilà, là il veut plus, il boude. Donc voilà, il y avait quand même quelques petits trucs à dire sur le Fener. Okay. Voilà, vas-y, tu peux enchaîner. Alors l'Étoile Rouge, on en a déjà parlé. Ouais, l'Étoile Rouge, on est très content. Très content. On peut parler du Maccabi par exemple. On peut parler de Berlin par exemple. On peut parler de Berlin. Mais je mens, on peut parler de Berlin, toi aussi, arrête. Berlin, on a déjà parlé. On a dit qu'ils ont tapé l'Asvel. On a parlé des joueurs qui étaient bons. Voilà, on va pas s'étendre sur ça. Maccabi, ça je suis d'accord, on peut en parler. Alors, moi, je suis très hypé par l'axe. C'est même pas par l'axe. Teodosic Blumboy. Par l'axe. Non, t'as pas dit Teodosic Blumboy, c'est pour ça que je t'en voudrais toute ta vie. T'as dit Mike Tobey, gros. Pourquoi t'es hypé par un axe avec un axe où il y a Mike Tobey dedans? Ouais, c'est une dinguerie, gros. Non, blague à part. Je suis hypé, c'est pas. Non, vraiment. Si tu me dis, je suis hypé par l'axe Erjan Osmani, Tibor Place. Gros, on va pas être hypé par ça. Putain, bref, le Maccabi. Non, le Maccabi, je suis vraiment hypé par l'axe. Qui bat les fesses. Oui, mais je suis vraiment hypé par l'axe 1-5 pour le coup, parce que Tamir Blatt. Je suis hypé par tout le monde, moi. Par tout le monde, mais Tamir Blatt et. Peu importe le receveur, en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est Tamir Blatt et peu importe le receveur, que ça soit Jalen Horde, il le trouve sur la loupe de façon systématique. Quand il cherche Razel Riviero, il le trouve de façon systématique. Quand c'est Jack Cohen, quand c'est Sorkin, il les trouve tous. Tamir Blatt a une vision de jeu exceptionnelle. C'est incroyable. Exceptionnelle. Sa qualité de prise de pick and roll, de lecture, elle est exceptionnelle. Je crois qu'il a 10 passes de moyenne. Il a 9 passes de moyenne, c'est le meilleur passeur de l'Euroleague. 9 passes de moyenne. Et en plus de ça, parce que... Il a 12,8 points, 9 passes, 3 rebonds, 19 dévals. Il est magnifique. À 47% à 3 points. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, son pick and roll, il est relou. Parce que si tu passes en dessous, il te sanctionne à une vitesse folle. Il met dedans comme un cochon. Franchement, ce Maccabi-là me fait plaisir. Levi Randolph, il détruit match après match les joueurs adverses. Même quand ils perdent, il est toujours régulier. Donc c'est un bon poste 3-4 là qui est 3, bien... Hein ouais, 3. Ouais. Qui est bien athlétique et qui en plus a de l'adresse extérieure. Donc plaisir. Mais j'avoue que... T'as vu ce que j'ai noté là? Tamir Blatt et Rivero, c'est les nouveaux Stockton et Malone. Ah mais son pick and roll, il se trouve les yeux fermés. Vraiment. Vraiment, c'est la complicité qu'ils ont depuis l'année dernière déjà, où c'est les joueurs du banc. Et là, cette année, ils sont titulaires, mais franchement, ils ont rien perdu, quoi. Et oui, vas-y, tu allais parler d'un certain joueur, je pense. Oui. Vas-y. Saben Lee? Oui. Tu veux dire quelques mots dessus? Je sais que tu m'en as parlé un petit peu. Allow me to introduce myself. je te fais une petite passe décisive. Voilà. Saben Lee arrive. Je crois que c'est son premier panier en plus. Je crois que c'est son premier. Ou le premier ou deuxième, je sais plus. Mais enfin en bref, tout cas... il rentre directement. Oh là là. Premier match, déjà, il fait 26 points. Il fait la passe décisive de la victoire. Il met des gros tirs à la fin. Alors que c'est pas un fort shooter. Hein, c'est vraiment un mec qui est athlétique, qui est qui se lâche. Mais je crois que c'est son premier panier. Mais si c'est pas son premier panier, il arrive, il met un tomard. Je vous mets, même si vous êtes en train de faire à manger ou je sais pas quoi, ou si vous écoutez un podcast, mettez pause. Allez taper Saben Lee Dunk et regardez le tomard qu'il a mis. Oh là 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 là, c'était incroyable, franchement. Il fait 1m88,
8 officiellement. Donc bon, c'est les mensurations NBA. 1,84 donc à mon avis, il doit être à max. 1,85. Il monte à une hauteur, il écrase, je sais pas qui est-ce qui se le prend le poster, mais il se le prend, c'était sale en tout cas. C'était pas contre le Partizan, c'était contre les fesses. Alors c'est pas Vincent Poirier pour une fois. Je sais plus, je crois que c'est Erjan Osmani qui se prend le poster. Ouais. Mais c'était tellement sale. Franchement, dunk de la saison pour l'instant. Dunk du début de saison. Et pourtant, il y a déjà eu des dunks. Hein. Comment il y a eu Tyreek Jones. Ouais, bah excuse-moi, ils sont pires que ceux de Tyreek Jones pour moi. Le alley-oop de Tyreek Jones, c'est très sale, mais c'est un alley-oop où tu vas la prendre par-dessus et tout. Mais quand même, il est tombé. Gros, celui-là, il est incroyable, Il est incroyable, mais l'autre, il est tombé aussi. Non. Ah, pour moi, celui-là, il est incroyable. Ouais. Donc voilà, Saben Lee, très bonne recrue. Ce que j'ai dit, Jordan Lloyd va pas trop leur manquer, je pense, quand tu as un joueur de ce calibre. En plus, Levi Randolph, même si Jordan Lloyd a apporté de l'adresse à 3 points, enfin pour l'instant c'est pas trop le cas à Monaco, mais sur le début de saison, Saben Lee est pas forcément un fort shooter à 3 points, mais Levi Randolph est capable de s'écarter. T'as Tamir Blatt, t'as Di Bartolomeo, tu manques pas d'armes pour même tes intérieurs peuvent s'écarter. Tu vas pas parler de Jalen Horde. Si, là, attends, je suis sur les menaces extérieures. Ah. Alors c'est vrai que Jalen Horde a mis une filoche dans la tête de, je crois que c'était de Vincent Poirier. Ah si, mais Jalen Horde aussi. Il fait un début de saison, c'est pareil. Lui, malheureusement, j'ai regardé sur qui est-ce qu'il follow sur Instagram, il n'y a personne que je connais. J'aurais bien aimé l'avoir aussi en interview, mais j'ai pas de point d'entrée. Donc, au pire, je vais envoyer un message direct, mais ce serait intéressant de l'avoir, tu vois. C'est un joueur on voit qu'il a un peu touché à de la G-League, un peu de NBA. Il a les mensurations NBA également. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas quand je le vois jouer, parce que pour le coup, il peut défendre vraiment de 1 à 5. Et des fois, il a 15 points de moyenne quand même, sur ses 4 premiers matchs. Ouais, mon gars, sur des changements défensifs, il est face au meneur et il tient bien. Puis après, derrière, sur les changements, il récupère les postes 3, 4, voire les postes 5. Il est autant à droit à 3 points qu'à 2 points, en tout cas, sur ses matchs. Bah. Non, sur ses matchs, je parle pas en moyenne, hein, je parle sur ses matchs. Il a mis un tir à 3 points depuis le début de saison. Il a 1 sur 3, il a pris 3 tirs à 3 points. Mais après, je pense que tu le confonds avec Levi Randolph parce qu'il se ressemble un peu dans la morphologie. Le morphotype. Tu peux confondre un petit peu. Je confonds pas. Plus qu'avec Nazmi Trolong et Jordan Noir, mais on y reviendra. C'est un gros sujet. Mais non, j'aime beaucoup le début de saison de Jalen Horde. Il a une connexion avec Tamir Blatt, il se trouve sur alley-oop. Franchement, c'est un plaisir. Après, Tamir Blatt a une connexion avec tout le monde, comme tu l'as dit. C'est vrai, mais après, c'est un certain joueur français, donc ça peut être intéressant de... Ouais, de chuchoter, frère, après on n'entend pas. Si, normal. Ça peut être intéressant parce qu'il est français. Donc, il est français, mais poteau à l'intérieur, c'est compliqué. Hein. Après, sur le poste 4, bon, t'as... Il y a Batembaï, déjà. Non, mais bon. T'as déjà Gershon. Oui. Est-ce qu'il est pas plus fort que Gershon? Je mens, bien sûr que non. Il est pas plus fort que Gershon, gros. Bien sûr que non, il est pas plus fort. Il est très fort, Jalen Horde. Non, mais il est très fort. Et de toute façon, il avait fait la prépa la saison dernière. Mais c'était une blague. Mais sur le poste 4. Il y a Gershon, quoi. Il y a Gershon 1 et Gershon 2. Non, mais après, tu peux dire que tu mets quelqu'un d'autre derrière lui, mais quand tu pars à 4 intérieurs, comme ils ont fait sur la dernière campagne, c'est compliqué. Parce que tu vas enlever qui? Tu vas pas enlever Rudy, tu vas pas enlever Mathias, tu vas pas enlever Victor. Hein. Oui, c'est sûr. Alors Jalen Horde, oui, a une carte à jouer sur le poste 4, sachant que Batum. Non, mais sachant que Batum. Non, parce que là, les premières fenêtres, en plus, c'est pendant les. C'est sans les joueurs Euroleague, ouais. Mais à voir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres postes 4 qui me viennent en tête. Matembaï. Mais il y a Matembaï, il joue en Russie, mon gars. Mais on a le droit. Mais non, il est complice d'une guerre. Il n'a pas le droit. Ah, vu que Jalen Horde est sélectionnable. Allez, alors. 2 poids de mesure. Allez, on enchaîne. Hypocrisie. Macron, explosion. Voilà. On enchaîne. Alors. On parle des fesses, du coup. Parle-moi des fesses. Ils ont fait un partout, les fesses. Ok, ils ont fait un partout. Danotoru n'était pas là. Oui, bah ça c'est vu. Il est blessé. Ça c'est vu. Et du coup, en fait, moi au début, quand j'ai vu Vincent Poirier jouer autant sur le premier match contre le Maccabi, je me suis dit, vu que c'est double journée, peut-être que tu sais, ils vont faire jouer des rotations sur l'un. Mais bon, Danotoru a très peu joué sur le premier match et pas joué du tout sur le deuxième. Donc, écoute, je sais pas si Vincent Poirier à l'entraînement l'a bousillé ou a dit poto, je gagne plus d'argent donc c'est moi qui joue. Le fait est que contre le Maccabi, il fait un énorme match, mais ils perdent. Il fait un bon match derrière contre. C'est contre qui le deuxième match? Olympiakos. Contre l'Olympiakos, qui gagne. Je trouve qu'il est mieux cherché, mieux trouvé, mieux utilisé
Il y a vraiment eu, je pense, une analyse vidéo qui a été faite pour vraiment le mettre en valeur, pas le mettre en valeur, mais pour s'en servir avec ses qualités. Tu vois, il fait 11 dévals, 7 points, 7 rebonds. Il a eu un très très gros impact sur le rebond offensif face à l'Olympiakos. Et donc ça a apporté, donc c'était pas forcément clinquant en termes de stats par rapport à son match au Maccabi, où contre le Maccabi, il fait 22 points, 3 rebonds, 23 dévals avec, bon, en même temps, il met quasiment que des dunks. Il fait 10 sur 11 au tir. Il commence quand même le match par faire un petit hook main gauche sans la planche. C'était pas mal. J'ai dit, hé Vincent, c'était pas mal ça. Donc voilà, bonne semaine pour Vincent Poirier quand même. Alors, l'EFES a lancé aussi son scoreur, Jordan Nwora. Alors bon, on va en parler tout de suite, comme ça sera fait. Pourquoi on dit Naz Mitrolong ? Pendant le match contre l'Olympiakos, le commentateur de Squeak l'a appelé Naz Mitrolong pendant tout le match. Donc il commence le match en disant « Oui, Naz Mitrolong, l'ancien joueur de Kaunas, qui a signé à l'EFES cet été. » Je dis « Ah bon ? Je n'étais pas au courant. » Pourtant, je l'ai vu sur le banc de l'Olympiakos il n'y a pas longtemps. Je comprends Il pas. est rentré quelques secondes sur un des matchs. J'étais un peu surpris, tu vois. Sachant qu'en plus, il parle de Jordan Nwora. Je vois bien qu'il parle de Jordan Nwora. Donc bon, on a l'habitude des fois qu'il se trompe. Mais là, il s'est trompé tout le match. Il y a juste un moment où il a eu... où il a dit un truc. Il y a eu un gros plan sur le maillot avec écrit Nwora. Donc il a dit « Ah non, pardon, c'est Jordan Nwora. » Qu'est-ce qu'il dit ? « Ah, ils ont un peu la même coupe de cheveux. C'est des frères jumeaux. » Poteau, à notre époque, tu peux pas dire ça. On va commencer à se battre. Surtout que Naz Mitrolong, il a un taper, gros. Jordan Nwora, il a une afro. Comment tu... Et il joue pas à l'EFES. Enfin, je sais pas. Tu vois, moi, on n'est pas journaliste. Juste, on suit. Mais il a un taper. Monte à la caméra. Où je mettrai une photo. Quand même. Gros, Jordan Nwora, il a une afro, gros. Quand même. Ça n'a aucun sens. Et en fait... Je trouve ça... Bon, après, on n'est pas là pour parler des journalistes, mais... Je sais pas, si t'es pas un spécialiste basket, il faut quand même que tu travailles un peu tes fiches. Et je vois pas à quel moment Naz Mitrolong a signé à l'EFES. Tu peux pas dire ça. Ancien joueur de Kaunas, ça veut dire que t'as un peu cherché, tu vois, qui c'était. Jordan Nwora. Voilà. Quand même. Je regarderai si on voit bien, si on voit pas bien, je mettrai des photos. Mais quand même, c'est... Encore Kendrick Nunn et Sylvain Francisco, je veux bien. Il y a un truc, mais là, il n'y a rien du tout, là. Bref. Ah, purée, revenons au Jordan basket. Nwora Ouais. fait une grosse semaine, notamment contre le Maccabi. Il fait 21 points, 17 dévals, avec des pourcentages plus que corrects. Alors, il fait 3-8 à 3 points, mais ça reste à 33%. Il fait 10 points et 14 dévals contre l'Olympiakos. Il score moins, mais il a mis des paniers qui faisaient plus mal à la fin du match. Oui. Des paniers importants. Comme Rodrigue Bobois, parce que bon, Rodrigue Bobois, on connaît. Hein. Ou ODB. Même s'il joue moins en ce moment. Et ouais, il joue 10 minutes. Jordan Nwora a beaucoup de temps de jeu. Et Elijah Bryant est le joueur qui joue le plus dans cette équipe. Il joue encore 30 minutes quand il se bagarre pas. Il fait quand même 19 dévals, 6 passes. C'est un joueur qui est hyper polyvalent, qui a mis aussi des gros tirs. De toute façon, contre l'Olympiakos, les Fesses, ils ont une adresse. Ils font 12-24 à 3 points. C'était indécent. Et contre le Maccabi, ils sont à combien ? Contre le Maccabi, ils font 6-23. Bah, tu vois, tu m'étonnes que tu perds. Shane Larkin. Alors, Shane Larkin, je sais pas pourquoi. Ok, Jordan Nwora, la NBA. Ok, Darius Thompson, on l'aime bien. Ok, comment s'appelle celui qui mord les gens là. Steven Johnson. Non, Elijah Bryant. Ok, mais ton meilleur joueur, c'est quand même, rassure-moi, c'est quand même Shane Larkin. Non, c'est Vincent Poirier apparemment. Non, mais je sais pas, il joue 23 minutes encore. Contre Maccabi. Et contre le Maccabi et Ouais, contre. c'est 26. Ouais, mais 26, c'est pas énorme. Il met 24 points en 26 minutes. Par contre, contre l'Olympiakos, il était là pour abattre. Hein. Il voulait tuer. Il a dit poteau, je vais tirer, j'en ai rien à foutre. Je vais tirer, et franchement, il fait 30 dévals. Donc voilà, c'est lui qui porte clairement cette équipe face à l'Olympiakos. Écoute, les Fesses, je suis encore un peu mitigé. Stanley Johnson, je pense qu'il va sortir des plans assez rapidement. Là, c'est vrai qu'ils ont joué sans Dan Oturu cette semaine. Donc, ils auraient peut-être pu faire. Sur le deuxième match, parce que sur le premier, il a joué. Ah, mais il joue combien de temps ? 6 minutes. Ouais, voilà, donc il a quasiment pas joué. Et il jouait 30 minutes sur les deux premiers matchs. Hein. C'était le meilleur joueur de l'EFES sur les deux premiers matchs. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il joue 6 minutes, je pense, s'il n'est pas blessé, tu vois. Donc voilà, il y a des joueurs, il y a des joueurs d'expérience avec Larkin, avec Bobois, avec Elijah Bryant. J'ai bien aimé aussi le match de Roland Smith face à l'Olympiakos, qui a été un peu plus agressif. Donc voilà, la WFS se retrouve à 2-2, comme l'Asvel. Donc voilà, équipe de milieu de tableau. À voir comment ça se
présente pour les matchs à venir. On peut parler de l'Olympiakos ? Vas-y. Wesh, comment ça, vas-y. Non, vas-y, on peut parler de l'Olympiakos. En fait, comment dire Ouais, il est blasé. Non, je suis pas blasé. Un peu, hein, quand même. Mais non, je suis pas blasé. Mais ils ont l'effectif pour aller au bout. Ils sont doublés, ils ont toujours pas récupéré. En tout cas, je l'ai pas vu jouer Milutinov. Non, il est pas là encore. Donc il est pas encore. Mais ils ont récupéré le MVP. Ils ont récupéré leur Mousfal sur le terrain et ça se voit. Là, ça change tout. Et ils ont Sacha Vezenkov. En fait, c'est un cheat code pour l'Euroleague. Parce que en NBA, on l'avait dit, hein, c'est plus compliqué. Il faut être athlétique, il faut poser la balle au sol, tout ce qu'il ne fait pas. Mais dans le jeu léché de l'Olympiakos et en Euroleague, ça fonctionne. Mais non, mais surtout que l'Olympiakos, c'est le jeu parfait pour lui. Là, c'est vraiment des coupes sans ballon, des trucs. Franchement, c'est un régal. Quand Mousfal est sur le terrain, c'est un régal. Mousfal, il est sur le premier match, il joue 12 minutes, il fait 4 passes, 4 rebonds. Et c'est une vraie tour de contrôle. Tout se passe autour de lui, ça coupe dans tous les sens. Et quand il y a un 5, Papanikolaou, Mousfal, Vezenkov, Fournier et Walkup. Ça joue au basket, non ? Spurs basketball. Vraiment. Franchement, c'est magnifique. Et après, Taylor Dorsey. Il fait un bon deuxième match. Sur le premier, il est dramatique. Depuis le début de saison, il est dramatique. Par contre, sur le deuxième match contre. Il fait 16 minutes, 11 points, 2 sur 4 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points. Bon, après, voilà. Ils perdent. Mais c'est pas grave. Mais ils perdent, c'est pas trop de sa faute parce qu'il n'est pas sur le terrain en fin de match. Et en fait, il rentre vite, il rentre très vite parce que tu sais, Barzokas, il fait toujours des 5 comme ça par carton. Et Evan prend 2 fautes très rapidement alors qu'il commence bien le match. Et donc, Tyler Dorsey rentre et Tyler Dorsey est bon. Et j'ai même noté que Tyler Dorsey était bon à la passe. Il a eu beaucoup de passes de relance sur Vezenkov. Et je crois qu'il fait. Je vais regarder ses passes décisives. Il fait 3 passes décisives, ce qui pour Tyler Dorsey, je pense, c'est un carré high. Mais Tyler Dorsey. On va commencer à s'exciter parce qu'un mec a fait 3 passes, quoi. Non, mais. Bah, c'est Tyler Dorsey, quand même. Oui, c'est Tyler Dorsey, mais bon. Parle-moi d'Evan Fournier, là, de me parler de Tyler Dorsey. Bah, écoute, c'est sur ça qu'on va aller. On va parler d'Evan Fournier. Evan Fournier fait un premier match cette semaine pourri, on va le dire. C'est contre les fesses. Il fait 5 points. Non, pas contre les fesses, pardon. Contre Milan. Donc bon, après, il n'y avait pas vraiment besoin parce qu'ils ont désossé Milan. Avec un Shaquille Mekisic à 22 points, 25 déval. Evan Fournier qui fait 5 points, 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 3 à 2 points. Donc il est à 2-8 au tir, moins 1 déval. Bon, après, le problème, c'est qu'Evan, pour l'instant, il ne propose pas trop d'autres choses que le scoring. Après, c'est vrai, chacun a son rôle. Je suis pas d'accord. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il propose pas d'autre chose que le scoring. Défensivement, je le vois être beaucoup plus haut, être beaucoup plus fort. Alors, c'est pas Tony Allen, hein. On va pas non plus pousser. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que en défense, il donne encore trop d'aides. Parfois, oui. Qui sont payées cash souvent. J'ai encore une en tête contre les fesses où il vient donner une aide sur un tir d'Elijah Bryant qui est très important. Il vient donner une aide dans l'axe et Elijah Bryant prend un tir et il est tout seul. Alors que c'est pas à lui forcément d'aider. Il est sur la ligne extérieure, laisse les intérieurs venir faire les aides. Et donc voilà. Et après, il prend un rebond sur les 2 matchs. Il fait aucune passe. Oui, mais il fait pas de passe décisive. Mais il n'apporte pas. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'apporte pas autre chose parce que sur le deuxième match. Mais après, c'est pas ce qu'on lui demande peut-être. Non, mais certainement. Mais c'est même pas vrai en plus parce que quand tu regardes le match, oui, sur le deuxième match, il est agressif, il apporte du scoring, du Evan Fournier dans le texte. Ok. Mais je trouve que défensivement, il fait les efforts. Il est beaucoup plus en canne dans ce jeu-là. Il a une super relation avec Sacha Vezenkov. Ils sont toujours et avec Mousfal aussi. Et avec Mousfal, ils sont toujours en train de se chercher. Alors après, des fois, c'est la passe qui va amener la passe décisive. Mais ça part aussi de lui de mettre la balle au bon endroit. Donc t'es dur, je trouve, sur il n'apporte pas autre chose que le scoring. Je suis pas d'accord. Tyler Dorsey n'apporte rien à part du scoring, mais il score pas. Après, statistiquement, donc je vais vous donner les stats sur le début de saison. Ouais. Donc, alors, bon, vas-y, je vous donne les stats. Il joue 21 minutes de moyenne sur les 4 premiers matchs, il est toujours starter. Il est à 11,2 points, 47% à 2 points, 43% à 3 points, donc ça c'est bien. Il peut être un peu plus haut, je pense, à 2 points. 1,8 rebond, ok. Bon, ça n'a jamais été un fort rebondeur. 0,2 passes. Quand tu me dis qu'il apporte autre chose, 0,2 passes sur 4 matchs, bon, je ne sais même pas comment c'est. Ouais, il doit être à 0,25, c'est-à-dire qu'il a fait une passe décisive sur les 4 matchs. Et pourtant, je l'ai vu sur les premiers matchs chercher des passes décisives. Mais c'est ce qu'on avait dit, c'était des passes décisives qui n'étaient pas ouvertes. Les gens préféraient qu'il fasse ses flotteurs, etc. Et il l'a plus fait sur le dernier match. Donc, c'est-à-dire qu'il a une passe sur 4 matchs. Donc, et voilà, il est à 1,8 turnover. Donc il est à 7 déval. Moi, je pense qu'on peut en attendre un peu plus. Déjà qu'il remonte un petit peu les pourcentages. S'il fait 1 ou 2 passes par match, ça ne ferait pas de mal.
Et après, voilà, défensivement, voilà, qu'il apporte. De toute façon, chacun a son rôle. Clairement, là, c'est plus quadrillé. Tu vois, Thomas Walkup, il tire plus aujourd'hui. Par contre, bah, il est haut dans les passes décisives parce qu'à côté de lui, il a des joueurs qui sont là pour scorer. Il n'a pas besoin de prendre des tirs, tu vois. Juste pour finir sur Evan Fournier, donc contre les Fesses, en effet, il fait un énorme match. Il prend un coup de chaud à 3 points dans le 3e quart-temps ou dans le 4e, je ne sais plus. 3 tirs à 1 mètre derrière la ligne sur le même spot à 45. Distance NBA, rien. Voilà, donc il met 20 points en 16 minutes, c'est très fort. Malheureusement, sur la fin de match, il a 3 actions Il les a tués. qui font mal. Il joue à 1 contre 1. Alors, en fait, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'Olympiakos s'est éloigné justement de ce jeu collectif pour aller dans un jeu individuel pour Evan Fournier, qui, oui, était en forme, mais c'est pas le jeu de l'Olympiakos. Et sur la fin de match, et en plus, Evan Fournier, il l'a fait un peu avec l'équipe de France, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans ce rôle de closer qu'il avait à Orlando. Et donc, il rate un petit tir à mi-distance qui n'est pas forcément un mauvais tir. Derrière, ils encaissent, je crois. Et ensuite, ils ont 2 situations où il fait 2 pertes de balles. Et notamment la dernière, où il veut jouer une transition, mais en fait, dans le timing, c'est pas bien trouvé. Donc, en fait, il part s'embourber dans un truc, il jette une passe qui est interceptée, voilà, il saute. Ça t'a pas rappelé un joueur? Non, pas du tout. Si, Milos Teodosic. Et voilà, après, bon, Evan, on le connaît. Il a dit en conférence de presse que voilà, il assumait l'entière responsabilité, qu'il a pris un mauvais tir et qu'il a fait 2 pertes de balles, que c'était de sa faute. On sait qu'il ne se cache pas de toute façon. Et j'ai vu dans les commentaires en grec, j'ai utilisé Google Traduction, que ça plaît aux supporters grecs que voilà, il a quand même mis 20 points en 16 minutes. Il a aussi participé au fait que l'Olympiakos soit dans le match. Non, mais c'est bien qu'il ait assumé par rapport à cette défaite. De toute façon, on sait qu'il ne se cache pas. Et l'Olympiakos, c'est une contre-performance. L'Olympiakos c'est à 2-2, voilà, comme le Pana, comme on l'a dit, comme le Real. Ils vont non, on n'a pas parlé du Real d'ailleurs. C'est vrai qu'on va parler du Real. On n'a pas parlé du Real. Ouais, mais parce qu'en ce moment, il m'ennuie. Mais en fait, si, je vais en parler, mais pas tout de suite dans une autre catégorie, t'inquiète. Bah attends. On peut dire qu'ils ont fait un partout. Ils ont fait un partout. Ils ont fait un partout, donc ils ont battu... Ils battent qui sur... Ils battent Real Madrid, ils battent le Pana. Ils battent le Pana. C'est un beau match. Hein, et ça c'était un beau match. C'est un beau match. Et ils ont vraiment mis leur domination en avant. Mais ça, c'est sur le 2e match. Parce ils perdent le premier contre Baskonia. Voilà, mais pourquoi ça. En fait, je vais pas le dire tout de suite, mais je vais en parler après. Mais vas-y, si tu veux. Hein. Bah, moi, je vais dire pourquoi. Parce que Facundo Campazzo n'a pas joué. Exactement. Voilà. Mais pas que ça. En tout cas, Facu ne joue pas. Ce que je constate, c'est que Facu ne joue pas. Le Real perd. Oui. Le Real a du mal à mettre en place, a une adresse à 3 points dramatique, 24% à 3 points. Ouais. Ils font quand même 25 passes décisives sur ce match-là, mais ils perdent contre Baskonia, qui n'est pas non plus une équipe. Voilà quoi. À l'inverse, quand Facu joue, tu tapes le Pana. Oui, c'est sûr, de toute façon, ils ne peuvent pas jouer sans passe. T'as 45% à 3 points. Oui. Si je donne les stats de Facundo Campazzo, 19 points, 4 sur 6 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points, 2 sur 2 lancés, 5 rebonds, 6 passes, 28 dévals. Oui. Et on l'a dit depuis le début de saison, et on le dit et on continuera à le dire. Sans Facu, c'est pas la même équipe. Il ne faut pas que Facu se blesse. Parce que si Facundo Campazzo se blesse, le Real Madrid, pour moi, va chuter hors du top 6 pour moi. Okay. Franchement... moi, je les mettrais même top 10, top 12 s'ils gardent une personne dans cet effectif. Chus Matteo. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Christian, je sais que tu m'envoies des messages à chaque fois pour dire ouais, vous êtes trop gentil avec Chus Matteo. Il m'a dit, quand même, la semaine dernière, il m'a dit tu donnes du crédit à Chus Matteo. J'ai dit mais gros, j'ai même pas prononcé son nom. Jamais j'ai dit que Chus Matteo était un bon coach. Au pire, j'en parle pas, mais jamais je vais dire qu'il est un bon coach. On arrive. Voilà. Tout à l'heure. Juste Elie Ndiaye, je trouve qu'il a bien progressé. Ouais, je suis d'accord. Plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve qu'il y a un problème entre Mario Hezonja, Zanan Moussa et tout. Je sens pas d'alchimie. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Ouais, apparemment, le problème. Il y a un problème, voilà. Il y a un problème, mais t'inquiète pas, c'est vraiment pour les joueurs. Et Alberto Albalde aussi qui trouve ses marques. Donc, ils ont essayé de remplacer les départs avec des joueurs qui, pour l'instant, tiennent plus ou moins la route. Voilà, c'est vrai que la suspension de Facundo a fait mal. Voilà pour le Real. On va passer du coup sur le Pana. Ouais, équipe qui a 0-2, donc Pana, Bologne, Milan, Baskonia. On commence par le Pana. Pana qui perd justement contre Paris et contre le Real. Pour un champion en titre, c'est pas sérieux. Bah, surtout contre Paris. D'accord, tu perds le Real. Tu perds le Real, mais et en plus, contre le Real, ils font un match sérieux. C'est ça.
mais c'est pas sérieux dans le sens où ils ont pas su se restructurer, se réinventer face à Paris. Tu l'as très justement dit quand on parlait de Paris, justement. Cette surexploitation de Mathias Le Sort, balle en bas, balle en bas, balle en bas, alors que Paris s'adaptait, venait trapper. Ils n'ont pas réussi à trouver de l'alternance, à trouver autre chose. Puis après, ils tombaient dans le tir. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne passait pas. Et Paris a fait un match, a eu de l'adresse, a fait un bon match. Donc forcément, la sanction, elle finit par tomber. Le Pana, sur ce match-là, il tire à 3 points, ils sont à 8-19, donc ça va. À 2 points, ils sont à 18 sur 40. Donc tu peux pas gagner comme ça. Tu fais 20 sur 26 pardon, au lancer franc. Mais dans la gestion, qu'est-ce qui se passe? Lorenzo Brown, il joue 10 minutes 30, il met 14 points. Costas Lucas, contre Paris, là? Contre Paris, je comprends. Ah oui. Lorenzo Brown, parce que oui, il met 14 points, il met combien de lancers? 709. Mais oui, que des lancers francs cadeaux. C'est ce que je veux dire. Il a des fautes inexistantes, et on se l'est dit en plus. Les arbitres, je sais pas, ils sont levés là. J'étais en live, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas de replay. Mais franchement, j'avais vraiment l'impression. Il y en a où il y avait des fautes. Et franchement, il y en a un, il va s'encastrer dans la défense. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Après, ça, c'est un truc que j'ai noté sur 12 des 18 matchs que j'ai regardés. Les arbitres sont toujours nuls. Ça bouge Franchement, c'est catastrophique. Ça bouge pas. Mathias Le Sort fait un beau match malgré les trappes qu'il a pu avoir. Lui, il était vraiment. Il essayait. C'est grâce à lui qu'à un moment, il revienne dans le match parce qu'il est toujours aussi intense. Il est toujours aussi rapide de pied. Il met de l'intensité. Et ça, franchement, c'est un plaisir. Mais le Pana, cette semaine, c'est pas, ils m'ont déçu. Mais c'est juste qu'ils ont pas joué avec le statut qui était le leur. Cedi Osman, c'est 3 points. Jerian Grant, on l'a pas vu. Kendrick Nunn, sur un match contre le Paris basket, ça va, mais il fait 2 sur 7 à 3 points. Il envoie que des bricasses à un moment. Enfin, au bout d'un moment. Ouais, et puis les deux tirs qu'il met, c'est à la fin du match. Exactement. Donc, quand le match est fini, il y a moins 10, c'est pour revenir à moins 15, moins 5, moins 4. Mais avant ça veut dire qu'il met pas un tir, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, le Pana, donc ils perdent contre le Real. Ils perdent de 4 parce qu'ils n'ont jamais rien lâché. Mais le Real a plusieurs fois pris 15-20 points d'avance, a dominé vraiment tout le match. Kendrick Nunn a fait un énorme match. Mathias se sort plus en difficulté. On voyait l'apport de Walter Tavares dans la raquette. Et on voit depuis le début de saison, je trouve que Walter Tavares fait quand même un bon début de saison. Et donc, on a moins vu le jeu intérieur du Pana. Il y a quand même un joueur, on l'a déjà dit, mais qui trouve bien sa place, c'est Juancho, qui pour l'instant, lui, est un peu une constante depuis le début de saison. Il apporte dans la coupe, il apporte défensivement, il va chercher du rebond offensif. Il t'apporte de l'adresse. Moi, je l'ai noté sur le match contre le Real. Juancho, il est en mode finale de... 405 à 3 points. Finale de l'Euro contre la France. C'est ça. Donc voilà. Jurseven est un peu en difficulté sur ses 2 derniers matchs aussi. Il rate beaucoup de trucs qu'on l'a vu. Ouais, exactement. Est-ce que Ibaka est le meilleur backup de Euroleague? J'ai noté. Peut-être, hein. On ne sait pas, on va voir. Est-ce que quand tu es remplaçant au Real, tu es forcément le meilleur backup de Euroleague? C'est une question qui peut se poser. Donc voilà pour le Real et pour le Pana. Je suis d'accord avec toi, le Pana, ils sont à 0-2. Après, quand je suis arrivé devant Real Panathinaikos, et que les 2 équipes avaient déjà perdu un match, je savais que de toute façon, il y aurait un perdant. Oui. Il fallait un perdant. C'est clair. Il fallait pas perdre le match contre Paris. Tu perds contre le Real, soit, comme le Real, il fallait pas perdre contre Baskonia. C'est surtout sur ces matchs-là qui sont perdus. Qui perdent contre le Real, ça me choque pas plus que ça, surtout avec Campazzo, qui d'ailleurs finit à genre 9 passes, un truc comme ça, et qui devrait être au moins à 12-13, vu les paniers qui ont été ratés par certains joueurs. Voilà, tu veux parler de Milan? Non. Okay. Tu veux parler de Bologne? Non. Tu veux parler du Bayern? Non. Ah, okay. Non, mais en fait. Tu veux parler de Bondy? On peut. Non plus, certainement pas. Non, mais on peut dire un mot très rapide. Milan, ils sont. Moi, je te l'ai dit, tu m'as parlé du recrutement en me disant oui, mais là, le recrutement, il est. Ah, mais il n'y a pas de Josh Nebo, mec. Il est pas mal, etc. Et oui, Josh Nebo, il est blessé. Mais Milan, j'y crois pas tant que t'aurais Messina. Et puis, Fabien Causeur, apparemment, ils l'ont pris pour faire les bouteilles d'eau. Voilà, donc Milan, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Le Bayern. Milan, c'est mangé quand même un run de 50 à 20. Quand même, voilà. Le Bayern, on en a déjà parlé. À travers le match. Et ils ont eu une semaine où ils font un partout avec une explosion de Shabazz Napier et Carson Edwards, donc très bien. Et Baskonia, j'ai mis 0-2, mais ils n'ont pas fait 0-2, pardon, ils ont fait un partout parce qu'ils battent le Real et ils perdent contre l'Asvel. Et j'ai moins aimé ce qu'ils ont proposé cette semaine parce que j'ai moins vu Chelsea en avant.
comme on avait pu le voir sur ses premières sorties. On a vu Shima Moneke par contre. On a vu Shima Moneke pour une fois. Personne ne pouvait le tenir à Lasvel, c'était abusé. Il y a vraiment un problème défensif sur le poste 3-4 à Lasvel parce que là, je pense Trayvon Williams et Shima Moneke, ils ont fait le boulot. Et je pensais qu'il allait clôturer le match en plus quand Lasvel a augmenté défensivement. Avant qu'ils se mangent un 22. 17-0 ils mettent pour finir, Lasvel. Ouais, mais ça finit en 22 parce qu'il y a 17-0 quand même. Voilà. Et juste que Marcus Howard, en tout cas sur le match face au Real, ça va, mais quand le match face à Lasvel, il met pas un tir. Et puis des tirs, franchement, pas de qualité médiocre, quoi, mais vraiment pas un tir. Mais rien, donc tu peux pas gagner comme ça. Voilà. C'est bon? Oui. On a fait le tour? Oui. Ok. On va passer du coup sur les tops et les flops. Et là, je crois que tu as des trucs à dire. Alors, mon petit pote. Voilà. Quels sont tes tops, quels sont tes flops? Très bien. Mes tops. J'ai mis l'apprentissage de Lasvel. Le Paris Basket? Non, ils sont pas dans mes tops. Mais l'apprentissage de Lasvel parce que il y a des matchs qu'ils auraient perdu l'année dernière encore. Et là, tu l'as très justement dit juste avant, le run qu'ils font, ça franchement. Lasvel aurait jamais fait un 17-0 pour finir le match. Exactement. Ils auraient jamais fait ça. Ils terminent avec un 22, le run de 17-0, donc défensivement bien en place et d'avoir de l'adresse de l'autre côté, mené par un Théo Malédon des grands qu'on retrouvera dans d'autres catégories. Exactement. Donc non, ça c'est mon top de la semaine. J'en ai qu'un. T'as qu'un? Oui, et je le déclare à Lasvel. Ok. Alors moi j'ai Lasvel aussi. Ouais. Bon, c'est des trucs que j'ai déjà dit quand on en a parlé, mais du coup Lasvel a quand même 2 joueurs dans le top 3 à l'évaluation. C'est pas rien. Ils sont à 2-2 après 4 matchs. On n'en attendait pas tant. Donc voilà, je suis très content pour Lasvel, on l'a déjà dit. Je suis d'accord avec toi, top. Bravo Pierrick Poupé, bravo les joueurs, ouais. Super. Moi j'ai un deuxième top, c'est quand même Kaunas, qui font 2-0, qui a une ligne arrière exceptionnelle. En tout cas sur ce début de saison, entre Guézard et Sylvain Francisco. Bah, tu peux dormir, mec, mais ceux qui ont regardé les matchs, ils vont pas dormir. Non, c'est vrai. Il y a du beau jeu, il y a de la fixation, des pocket pass, ça renverse à l'opposé, il y a des coupes dans le dos, Ulanovas, Brazdekis, ça joue au basket. C'est une belle équipe de basket. Et en plus, c'est une belle ambiance dans leur salle et tout. Donc franchement, moi, Kaunas, ils me font kiffer sur ce début de saison. Pourtant, c'est pas une équipe qui m'a attiré plus que ça. Kaunas ou alors, qui je préfère? Dis Maccabi. Dis Maccabi, non, Maccabi, non. Qu'est-ce qui va se passer si je dis pas Maccabi? Parce que je vais être qualifié de... Il ne va pas sur ce terrain-là. Non, mais Maccabi parce que c'est plus intéressant, je trouve. Franchement, il faudrait que je réfléchisse. Vas-y, réfléchis. Parce que Kaunas, c'est Sylvain, mon gars. C'est vrai. Voilà, donc et moi, mon troisième top, c'est quand même Paris. Ah, tu l'as mis en top? Moi, sur cette semaine, je les ai mis en top. Ils tapent le Pana. Ouais. Certes, ils perdent contre le Bayern avec une doublette à 60 points en face. Ça n'arrive pas tous les matchs. C'est clair. Ils ont TJ Shorts, qui est un rookie en Euroleague, qui est la 7e meilleur rival, 3e meilleur passeur, 4e scoreur. Ils ne sont pas du tout à la rue. Ils sont à 1-3, mais tous les matchs, ils se font respecter. Et voilà, c'est une équipe que je pense, tu vois, quand tu dis que tu vas jouer Paris, eh ben... peut-être que je me fais des illusions, mais tu ne te dis pas la même chose que quand tu vas jouer Berlin ou même que quand tu vas jouer Lasvel. Pour l'instant, ils n'ont pas encore une étiquette, tu vois, on apprend à les découvrir. Et je trouve que pour l'instant, ils ont une bonne image, ils font une bonne image, ils ont tapé le Pana. Ils ont été devant sur tous les matchs, ils n'ont pris aucune raclée de 20 points, 30 points, ils ne sont jamais largués. Sachant que, on va dire clairement, l'effectif est encore sous-dimensionné pour l'Euroleague. Quand tu vois ce que Kevarius Hayes apporte, quand tu vois ce que Yacouba Ouattara apporte, Dalton Hobbs ne joue pas, Maodolo a peu joué. Donc en fait, les recrues Euroleague n'ont pas eu un apport, tu vois, ne portent pas l'équipe loin de là. C'est la même structure que l'année dernière. Et donc c'est une équipe qui, quand même, est régulière et très sérieuse, je trouve, pour une équipe d'Eurocup, clairement. Donc voilà, ça c'est mes tops de... Ah oui, j'ai mis un dernier top aussi, le match Étoile Rouge Barcelone. Regardez ce match, il est vraiment incroyable. Les flops? Alors, pour les flops... Alors là, je pense que tous les fans de Madrid, Christian, Jorélie, écoutez, parce que je pense que là, il va parler de vous. D'abord, je vais commencer par le Pana. Okay. Je vais commencer par le Pana que j'ai mis en flop.
parce que champion d'Europe en titre, tu peux pas te permettre de faire 0-2. Alors après, tu perds contre Real, c'est moins impactant parce que ça reste le Real, mais tu perds contre Paris, là où tu ne devrais pas. Mais très bien, très bon match à Paris. Je préfère donner des fleurs à Paris que retirer et tirer sur le Pana. Ça, c'est mon premier point. Donc, je les ai mis dans mes flops malgré tout. Mon deuxième point, Real Madrid ne peut pas jouer déjà sans Campazzo, on l'a vu. Mais le problème aussi, c'est que si on avait une équipe qui était coachée correctement, ça pourrait peut-être aider. À un moment, tu dis tout à l'heure, oui, on sent l'entente, en tout cas dans le jeu, ils peuvent se marcher dessus entre Ezonia, Zanan Moussa, Abalde ou autre. En fait, c'est même pas. Gabidek. C'est ça, mais c'est aussi dans le body language. Ouais. T'as l'impression que personne n'est content d'être là. Mais ils sont pas contents parce que Jus Matteo est nul. Ouais. Ils sont pas contents parce que le coaching est nullissime. Tout simplement. Ça leur a déjà coûté une Euroleague. Ça leur a déjà coûté une Euroleague parce que l'année dernière, lors du Final Four, Vincent Poirier est très bon. Il préfère remettre Tavares parce qu'il y avait des histoires de contrat et que du coup, il fallait pas frustrer les uns et les autres. Ce que je peux comprendre, il faut gérer les égos. Mais du coup, tu as perdu l'Euroleague à cause de ça. Tu repars sur la saison. Et d'avoir insisté sur Yul et Chacho qui n'étaient pas dedans. Qui n'étaient pas dedans. Sauf que ça, c'est pas le GM, ça, c'est pas Florentino Pérez qui est en train de gérer le club, etc. C'est Chus Matteo. Deuxièmement, derrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais oui, je t'écoute. Deuxièmement, tu relances la saison, tu as perdu beaucoup de joueurs. Tu as perdu Fabien Causer l'année dernière, on sait pas pourquoi il le faisait. Il le faisait mission défensive, voilà, c'est bien Fabien. Après, disparition, il jouait plus, ok. Tu as perdu Gershon qui est reparti en NBA. Tu as perdu Chacho qui a pris sa retraite. Tu as perdu Rudy Fernandez qui a pris sa retraite. Tu as perdu le meilleur backup pivot de l'Euroleague, Vincent Poirier. Tu as perdu Vincent Poirier qui est parti également et qui t'a apporté beaucoup avec cette relation qu'il avait avec Chacho. Très bien. Là, les joueurs, ils sont revenus. T'as failli perdre Mario Ezonia. On savait pas, c'était un peu bizarre. Mais très bien, ils sont là. Les mecs, je suis d'accord avec toi, le body language, on le comprend pas. On voit les mecs, ils sont frustrés, ils sont énervés. Il y a Mario Ezonia qui a fait une sortie il y a pas longtemps en disant des fois, on sait pas trop notre rôle sur le terrain, etc. Ouais. Mais chef, c'est à cause de qui ça? C'est à cause de Chus Matteo. Il est nul. Alors moi, franchement, il est plus fort que moi. Hein. Je sais pas. Hein. Parce que. Non, mais il a des diplômes de coaching. Ça veut rien dire, ça. On a eu des coachs qui avaient des diplômes de coaching, poto, ils étaient nuls à chier. C'est vrai. Je peux en témoigner. C'est vrai, mais il a des diplômes de coaching, donc je pense qu'il est plus fort que moi. Mais j'ai l'impression qu'il voit pas que son équipe a envie d'insulter toutes les 5 secondes. Les rotations, on les comprend pas. Le système qui est mis en place, on le comprend pas. On voit très bien que quand Fakou il est pas là, c'est plus compliqué. Il y a des joueurs qui se marchent dessus. Il y a pas de jeu. Il y a même l'année dernière, quand on regardait le Real, des fois il y avait quand même une certaine alchimie. Il y avait du beau jeu, du beau basket avec Fakou. Là, c'est catastrophique. Et c'est de la faute de Chus Matteo. On peut plus le voir. Je peux plus le voir. Il est là sur le côté, avec sa tête comme ça, à rien faire. Il sourit bêtement. Il fait semblant de parler avec ses assistants. Il est nul. Ça sert à rien. Et je peux plus. Je l'ai déjà tiré dessus l'année dernière. Vous allez l'avoir en interview la semaine prochaine. Non, on ne devait pas l'avoir en interview la semaine prochaine. L'année dernière, je l'ai déjà tiré dessus après l'Euroleague sur la finale perdue. Là, on peut plus. Et je suis même pas spécialement un fan de Madrid, mais on ne peut plus. Le coaching, c'est la base, c'est la colonne vertébrale de ton équipe. Si toi, tu l'as très justement dit avec l'Asvel, on voit bien que l'Asvel commence bien ses premiers cartons. On le voit parce que le message du coach, il passe. L'année dernière, quand ils ont TJ Parker, on voit bien que ça passait plus le message et que des fois, ils prenaient des valises dès le premier carton. Geoffrey Lauvergne qui était frustré, etc., etc. Ben là, le Real, c'est exactement la même chose. Le message du coach, c'est pas qu'il passe plus, c'est qu'il n'y a pas de message en fait. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de message. Il leur dit, bon les gars, on est le Real Madrid, allez jouer, c'est parti. Frérot, c'est pas ça. Heureusement que t'as Facundo Campazzo, qui a un ordinateur sur c'est ça. Et quand il sort et quand il est pas sur le terrain, et que t'as plus de Chacho, et Sergio Llull est un peu, déjà, il vieillit, et en plus c'est un profil un peu plus fou, vraiment d'eux, t'as pas de gestion sur le terrain en fait. Et t'avais Andrés Félix qui devait faire ça. Mais et t'as des joueurs plutôt, on va dire, des bons joueurs, t'as des joueurs individuels assez forts, et des joueurs plutôt intelligents, parce que c'est pas possible. C'est pas non, mais par possible. Période, le Real joue mal, c'est sûr. C'est pas possible. Ça, c'est mon deuxième top. Flop, pardon. Premier flop. Non, premier, c'est Pana. Ah oui, ok. Et troisième, j'ai mis Barzokas dans les rotations qu'il utilise, parce que, alors je le mets pas au même hauteur que Chus Matteo, parce qu'il a un cerveau, lui, mais des fois, les minutes des rotations, elles sont pas comprises. Quand tu joues trop longtemps sans Mousfal, on voit bien qu'ils sont en galère. Petrousev qui joue moins, alors qu'il a fait une super saison l'année dernière, c'est un super joueur. Et Petrousev, alors je sais pas pourquoi, mais ils en veulent plus. Mais donc, clairement, ils voulaient le renvoyer à l'Étoile Rouge. Donc, ils ont clairement installé Moses Wright dans la rotation. Ils ont Milutinov qui va revenir. Ils ont Mousfal.
il n'y a pas de place parce qu'ils veulent faire jouer Petrousev en 5. De toute façon, sur le poste 4, tu as Alec Peters et Vezenkov. Donc Petrousev, ils n'en voulaient plus. Là, tu vois bien quand il le fait jouer des bribes de match. Donc c'est vrai que ça interroge parce que c'est vrai que Moses Bright n'est pas exceptionnel non plus sur ce début de saison. Après, tu ne peux pas faire non plus une concurrence à 4 pivots, je pense. C'est ça. Moi, j'ai mis en flop. J'ai mis sur la même veine le Real sans Campazzo et l'Olympiakos sans Mousfal. Ok. Parce que ce sont deux équipes qui sont le jour et la nuit. Alors, en l'occurrence, Campazzo, quand il est disponible, quand il n'est pas suspendu, il joue 30 minutes. Donc bon, sur ça, il n'y a pas trop de problème. Mais c'est vrai que le Real a le droit de jouer au basket s'il n'est pas sur le terrain. Et l'Olympiakos a le droit de jouer au basket quand Mousfal n'est pas sur le terrain. Par contre, quand tu as Mousfal de disponible, tu peux le mettre sur le terrain. Quand dans le troisième quart-temps, tu vois que tu prends l'eau, que ça marche pas avec Moses Bright, remets Mousfal. Je sais que, ah oui, mais moi je veux faire mes 5, 10 minutes mon 5, 10 minutes mon 5, et après je vois. Bah si tu vois, là, tu vois que ça marche pas en deuxième mi-temps. Donc remets Mousfal. Il a trop tardé à le remettre, et je me suis dit, putain, il met 1000 ans à le mettre, et au moment où je me suis dit ça, il met Mousfal. Mais c'est à 2 minutes 30 de la fin. Il aurait dû le mettre avant. Voilà. Et après, le basket italien. Milan et Bologne, ils sont catastrophiques. Oui, mais tu peux pas le mettre dans la même catégorie. Bologne, si. Bologne, ils sont malades là. Milan, ils sont juste nuls. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, je suis désolé. C'est pas pareil. Bologne, ils sont malades de quoi? Bologne, ils sont malades parce que. Mais... Ils ont quoi? Ils ont le Covid? Non, ils ont pas le Covid. Ils ont. Tourista. Non, blague à part. Je te l'ai dit, Bologne, ils ont perdu trop de joueurs. Et je te l'ai dit lors de la preview. Tu m'as dit non, mais ça va. Brad, et frérot, ils ont perdu Bologne, trop de joueurs. l'effectif de Bologne, tu regardes l'effectif de Bologne. Et c'est pas le dernier, c'est pas le plus mauvais effectif d'Euroleague. C'est pas le dernier, mais ils sont derrière Berlin, gros. Oui, mais ils sont là, c'est le début, ils sont un peu malades, je suis d'accord, mais je te dis, ils ont perdu. J'ai le droit de dire que pour l'instant ils sont nuls alors. Il fait Lumberg, Dobrich, je sais tout ce qu'ils ont perdu. Abbas, ils ont récupéré des joueurs aussi. Ils ont récupéré des joueurs, mais pas de ce niveau-là encore. Ils ont récupéré Will Clyburn. Mais oui, mais c'est censé être le meilleur poste 3 d'Euroleague. Mais pour l'instant, ils ont Milan, ils sont juste nuls. Et ils sont coachés par Ettore Messina qui n'a rien à proposer. Parce que là, on t'a parlé de Chus Matteo, Ettore Messina aussi. Hein. Je pense que si tu le dégages, tu mets un autre coach, je pense que ça se passe pas de la même manière. Il y a des bons coachs qui sont disponibles. Hein. Il y a Scariolo qui est libre, il y a Ditoudis qui est libre, il y a Vincent Collet qui est libre. Non, Vincent Collet est parti avec Cleveland. Mais donc voilà. Voilà pour mes flops. Vas-y. On enchaîne sur le 5 de la semaine. Let's go. Alors, ton 5 de la semaine. Oh, il est très simple. Ah ouais? Théo Malédon. Théo Malédon. Attends, on peut te donner les stats du coup? Si tu veux. Vas-y, je sors les stats. Vas-y, Théo Malédon, du coup, sur les 2 matchs, il fait. Contre Berlin, il fait 17 points, 3 sur 5 à 2 points, 1 sur 5 à 3 points, 8 sur 10 au lancer, 7 rebonds, 2 passes, 22 dévals, s'il faut te provoquer. Et contre Baskonia, il fait 25 points, 1 sur 3 à 2 points, 5 sur 10 à 3 points, 8 sur 8 au lancer, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 36 dévals. Meilleur éval de la journée. C'est pas mal. Voilà. Bonjour de basket. Théo Malédon, son poste 1. Ouais, ça me va. Kevin Punter. Ça me va. Son poste 2. Ça me va. Je crois qu'il a fait plutôt une bonne semaine. Ouais. Je crois qu'il a été pas mal. Contre le Barça, pas du tout. Kevin Punter, sur la semaine, il fait 21 contre Monaco. Oh, c'est pas mal. 20 dévals. Et il fait 26 contre l'Étoile Rouge, 30 dévals, avec des tirs d'assassin. Bonjour de basket. 25 dévals sur la semaine, correct. Bonjour de basket. En poste 3, j'ai mis Sterling Brown. Parce qu'il a fait une grosse semaine aussi. Il fait 20 contre le Maccabi, si je dis pas de bêtises. Et après, il fait 16 de mémoire. Donc non, il fait une bonne semaine aussi. Et autour, dans l'effectif, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il mérite d'être dans mon top. Poste 4, Levi Randolph. Ok. Parce que j'ai aimé sa semaine également. Il m'a procuré du plaisir. C'était un plaisir de regarder ce Maccabi jouer. C'était un plaisir de voir ce qu'ils ont mis en place malgré les pertes de certains joueurs. Donc plaisir bien sûr pour ça. Il intègre mon 5 après. Malheureusement, il a perdu aussi. Mais bon, il fallait mettre des gens qui ont perdu. Sinon, je mettais personne. Et sur mon poste 5, j'ai mis notre bon vieux Yann, je loupe pas de tir, Vezeli. Parce que il a encore été très propre, d'une propreté sans nom. On a donné les stats tout à l'heure, mais Yann Vezeli, c'est létal, à 4-5 mètres c'est létal. Et un Barça qui va bien, c'est un Yann Vezeli qui va bien, qui touche la balle. Et voilà. Ok. Alors moi j'ai un 5 un peu différent. Ah ouais. J'ai un 5 très small ball. Ah ouais. Donc déjà j'ai Sylvain Francisco. Comme je l'ai dit, donc il fait 18 dévals contre Bologne, il gagne. Il fait 23 dévals contre Milan, ils sont à moins 30, ils reviennent, ils gagnent. Donc
grosse semaine de Kaunas et en grande partie avec Silvio Francisco. Ouais. Je mets 2 joueurs de Kaunas. Je mets Dovidas Gridaitis, qui sur les 2 matchs, il fait 20 dévals sur le premier contre la Virtus et il fait 23 dévals sur le donc aussi 22 dévals de moyenne. Grosse semaine, 21 points, 15 points, du rebond, des pourcentages exceptionnels. Il est à 75% à 2 points, 57% à 3 points, 80% au lancer depuis ce début de saison. Il joue 30 minutes, c'est un défenseur élite, c'est le joueur le plus important pour moi à Kaunas, clairement, il fait un peu de tout et donc voilà, je voulais le récompenser parce que c'est pas un joueur dont on a beaucoup parlé. En poste 3 entre guillemets, enfin bref, c'est mes 3 petits quoi, j'étais au Malédon évidemment, donc c'est ça, on en a parlé. Je mets Kevin Punter, mais poste 4. Poste 4. C'est vraiment small ball. Poste 4. Poste 4. Voilà, qui est aussi à 25 dévals sur la semaine, ça on l'a dit. Grosse semaine. Et en poste 5, j'ai mis Sacha Vezenkov. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que bon, même s'il a perdu un match, il fait 31 dévals contre Milan et il fait 17 dévals contre les Fesses, ce qui fait donc une moyenne aussi aux alentours des 25. Donc plutôt bon joueur de basket. Il est à 22,5 dévals depuis le début de saison de moyenne. Il est venu clairement pour reprendre son titre de MVP et éventuellement gagner un titre Euroleague. Donc voilà mon 5. C'est très petit. Mais je voulais mettre les 2 de Kaunas parce que je ne pouvais pas les départager et les 2 pour moi méritaient d'y être. Voilà. Très bien. Bon, ben, c'est la semaine prochaine, c'est une journée simple. Donc ça va faire du bien parce que ça y est, vraiment les 65 matchs là d'affilée, c'est bon, on est fatigué, on a des vies. Donc journée simple, il y a des affiches un peu intéressantes, on verra ça au cours de la semaine. Il y a notamment un Real Étoile Rouge, donc j'ai hâte de voir. Et il y a un derby français, Monaco-Paris. Ok. Donc il y a Fener Pana il y a aussi. Baskonia-Berlin aussi. Donc il y a Fener Pana. Donc non, il y a des belles affiches. Fener Pana, ça va être pas mal. Ouais, des belles affiches. Il y a Kaunas Maccabi. Bah tiens, tu vas pouvoir te décider comme ça. Ah, parfait. Donc voilà, comme d'habitude. Regardez l'Euroleague. Faut regarder l'Euroleague. Comme d'habitude, suivez-nous, abonnez-vous, QL Spot, tu sais déjà. Tu connais, sur Insta, sur TikTok. Exactement. On est toqué, poteau, mais pas toqué. Est-ce qu'on peut clôturer quand même sur. Non, Sur quoi? Est-ce que t'as écouté Fitna? Ah oui, j'ai écouté Fitna, s'il te plaît. Ne me fais rien. T'as écouté Fitna, toi? Gros, est-ce que t'as écouté Fitna, gros? Est-ce que t'as écouté Fitna, gros? Bon, merci. Tiens, voilà, on va devoir supprimer la vidéo à cause de toi. On se retrouve on va se faire appeler, appel de menace. Bon, vas-y. La semaine prochaine, les gars, comme d'habitude, voilà. sur QLS. N'oubliez pas de liker, donnez vos avis. Est-ce que Chus Matteo est un bon coach? Non. Est-ce que Ettore Messina est un meilleur coach que Chus Matteo? Oui. N'hésitez pas à vous donner vos avis dans les commentaires. Et je vous dis. À la semaine prochaine. Babanks. Ah ouais, ok. À la semaine prochaine, Babanks.